Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos saison 2, épisode 8, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment ça va ? Salut Damien, ça va super. Écoute, on est dans les starting blocks pour démarrer 2025. Bonne année d'ailleurs à toi et à tous ceux qui nous regardent. Plein de bonnes choses pour vous et vos proches, que 2025 réponde à toutes vos attentes. Bah oui, moi aussi, j'ai publié des vidéos, mais je savais pas trop quand est-ce que j'allais les diffuser. Donc c'est la première vidéo que j'enregistre cette année, donc l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente année 2025, de vous remercier pour votre soutien, vos commentaires, vos codes créateurs, bref, merci tout le monde et je vous souhaite à tous une excellente année. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de 2025, on va se projeter sur l'année 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre constructeur par constructeur avec un invité différent pour chaque marque ? C'est un test, je leur ai demandé d'être zéro filtre, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez retrouver ce podcast au format audio sur toutes les plateformes, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous avez à disposition un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages vocaux. On vous répond dans le prochain épisode. Et donc, on commence par la marque Nikon, en compagnie de Ronnie Student. Salut Ronnie. Salut Damien, bonjour à tous. Toi Ronnie, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc tu es le grand frère de Douglas. Toi, tu as la responsabilité des magasins, des boutiques, donc aussi bien Paris que vous venez d'ouvrir. D'ailleurs, vous êtes content de Paris ? Ouais, franchement, très très content, ça démarre bien. On a eu un accueil de la clientèle qui était vraiment top. On a des gens qui viennent, qui sont pleins de bienveillance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir et que vous êtes sur Paris, vous êtes de passage sur Paris, venez nous voir aux 3 rue Lucien Sampet dans le 10e. Ça sera vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Et donc, tu t'occupes aussi, entre autres, de la marque Nikon. Comment tu vois l'année 2025 pour Nikon, toi ? Alors, moi, je pense que c'est une année qui va être charnière et très importante pour eux. Parce que ils ont eu, il y a quelques années, disons, en arrière, un peu le creux de la vague. On s'est posé beaucoup de questions à certains moments. À Z8 et Z9 qui leur ont donné un gros coup de boost. Effectivement, et ils ont été, pour le coup, quand même plutôt très, très, très efficaces avec, Douglas les a cités, le Z9, le Z8 aussi, surtout, je pense, qui a été vraiment le game changer chez Nikon de ces dernières années. Et puis après, quand on regarde, presque tout ce qui est sorti dans la foulée a quand même très bien marché. On peut parler du ZF, qui au départ, par ce côté un peu rétro, pouvait poser des questions. Il est aujourd'hui très très bien installé. Je crois qu'il a reçu un prix du boîtier expert de l'année, me semble-t-il. J'ai vu passer ça hier ou aujourd'hui. On a ensuite eu le Z6 III qui est arrivé qui a très très bien fonctionné pour la fin d'année. Le Z52, mine de rien, on parlait qu'il n'y avait pas forcément une énorme évolution, etc. L'accueil est excellent aussi. Donc, exactement. Ouais, c'est une année importante pour Nikon parce que quand on remet un peu de contexte, faut quand même rappeler que 2-3 ans en arrière, il y avait des rumeurs fondées ou pas qui se posaient des questions sur la pérennité de l'entreprise Nikon due à ses résultats financiers qui n'étaient pas exceptionnels. Donc là, c'est vrai qu'ils ont ils ont remonté la pente de manière assez phénoménale grâce à 2 super produits. 2024, ça a été aussi quand même une actu incroyable avec le rachat de Red, donc un dynamisme de Nikon sur 2024 qui est quand même remarquable. Pour 2025, on se pose plein de questions. Il y a toujours certains segments sur lesquels ils sont peut-être pas ou pas suffisamment au niveau selon nous. On les attend sur ça. On va commencer par le haut, effectivement. Le Z9 commence quand même il va bientôt avoir 3 ans. Là, au mois de mars, il aura 3 ans. Il y a eu des mouvements sur les gammes pro dans les concurrents. Le Z8 est aussi bien évidemment venu en concurrence un peu directe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour parler un peu aussi du ressenti client et des retours clients, le Z9, ça commence à être compliqué, hormis vraiment pour certains qui veulent le monobloc absolument. Et donc du coup, on peut attendre effectivement un Z9 II. Là où c'est plus compliqué, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Parce qu'en fait, c'est un peu toute ça la question. Est-ce qu'il y aura un Z9 II ? Oui. Maintenant, un peu comme Canon avec le R1 ou un peu comme Sony avec l'Alpha One Mark II, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Damien, du coup, allez, je te retourne la question. T'es au resto, là, t'es à la carte. Qu'est-ce que tu mets dans le Z9 II ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu mets dedans ? Je pense qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de reproches quand même du fait c'est les seuls à faire la pré-capture en RAW. Donc je pense que c'est en photo en tout cas, c'est la première feature ne pas faire, que j'attends, pré-capture en RAW. Et ensuite une rafale peut-être légèrement plus rapide. C'est vrai que 20 images par seconde, ça fait partie, même si c'est énorme et rétrospectivement c'est bizarre de dire ça, mais ça fait partie des rafales les plus lentes. Donc évidemment une rafale qui serait au moins à 30 images par seconde. Et en vidéo, le capteur, moi ils peuvent rester à 45 millions de pixels, je serais pas choqué. Sony à 50, le R5 Mark II est à 50 aussi, moi je suis pas choqué du tout.
Je pense pas qu'ils doivent aller plus haut. Il faut rester bon aussi en haute sensibilité sur ces boîtiers-là. C'est des boîtiers qui sont faits pour le sport. Donc, je pense vraiment pas qu'ils doivent augmenter. En vidéo, je vois bien le RAW Red arriver. Ouais, ça c'est clair qu'on attend. On voit. Et moi, comme on l'a déjà dit dans des épisodes, je trouve qu'ils le font très subtilement et très intelligemment, l'introduction petit à petit de Red dans la stratégie de Nikon. Mais oui, effectivement, le RAW Red sur le Z9 II, ça serait vraiment un gros banger, je pense. Ouais, puis pour revenir au capteur, je pense que rester à 45, ça serait pas une erreur déjà par rapport à la concurrence, comme tu le dis. Et si on veut aussi espérer avoir, comme beaucoup le recherchent également, des performances ISO qui sont quand même plus équivalente, voire même supérieure, on l'espère, ça passera par un nouveau processeur. Et du coup, si on veut bénéficier et profiter de ce nouveau processeur, il faut pas non plus que le boîtier aille crever des plafonds en termes de nombre de pixels. Donc, ça paraîtrait quand même assez cohérent. Peut-être, tu vois, tu bascules les photos. Voilà, j'allais le dire. Si on parle vidéo aussi, d'aller sur un écran totalement rotatif, ça me paraîtrait être quelque chose d'intéressant, évidemment. Ouais. Même si je sais que les photographes aiment bien rester dans l'axe, alors pourquoi pas le développement d'un système à la Sony qui est capable de faire les deux. Parce que c'est clair que s'ils mettent le flip screen, il y en a beaucoup qui vont râler. Et moi, je les vois chez les Nikonistes, ils en veulent pas du flip screen. Certains, là, sur le Z6 III, ils m'ont fait des pavés énormes en me disant à quel point j'avais tort d'aimer ça, quoi. Ça, c'est toujours les doubles écoles, et on le remarque d'ailleurs. Il y a des gens qui, quand on a que l'écran rotatif comme ça, se disent mince, pourquoi il n'y a pas le flip screen? Et à l'inverse, quand on met le flip screen, purée, pourquoi ils ont changé? C'était quand même mieux d'avoir l'écran. Donc, on sait que de toute façon, il y aura et des gens qui seront contents et forcément des déçus. En tout cas, moi perso, je serais pas contre un petit régime, tu vois. Parce que là, il est vraiment beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Je pense qu'il doit s'inspirer de ce qu'a fait Canon, tu vois, avec le R3 ou même avec le R1. Mais il faut descendre un peu en... Je suis d'accord. Ok, c'est costaud, ok, c'est tropicalisé, mais c'est très très lourd quand même. Enfin, je trouve, moi, perso. Ouais, je suis d'accord. Mais après, on en revient, je pense, beaucoup aussi à la cible. C'est-à-dire que si on reste sur un majoritairement... moi, j'entends personne me dire qu'il a envie de faire des haltères avec son boîtier. Alors, ça, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, qu'est-ce que j'attends? Le truc que j'ai envie de voir, vraiment. Z500. C'est le truc qui manque pour moi chez Nikon. C'est-à-dire que un APS-C haut de gamme, animalier, qui serait un deuxième boîtier parfait ou un premier boîtier pour de l'animalier, quand on voit le succès qu'avait eu le D500 à l'époque et qui a tellement marqué les esprits que les gens en parlent encore aujourd'hui, moi j'ai envie de voir une concurrence au R7 de chez Canon, chez Nikon. Et donc l'APS-C haut de gamme, c'est vraiment un truc que j'attends. On en parlait dans le dernier épisode du podcast où on reprenait une interview de je ne sais plus qui, mais d'un haut responsable japonais chez Nikon qui avait l'air de dire que pour eux, la PSC, c'était de l'entrée de gamme. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a interprété, à tort ou à raison. Moi, c'est vraiment un truc que je veux voir perso. C'est certain. Moi, je suis d'accord là-dessus, évidemment. Ça va de pair aussi avec ce que je disais juste avant, à savoir... ils ont la gamme optique présente. Ils ont le vivier de clients qui est là pour ça. Quand tu vois effectivement le nombre de Z8, de Z9, même de Z6 III, pardon, les optiques télé, on sait qu'on a une clientèle qui est assez typée sur la photo animalier ou sport chez Nikon. Le D500 a été effectivement un énorme succès. C'était pour beaucoup soit un premier boîtier extrêmement abouti, soit un second boîtier complément des 850, etc. Et on peut tout à fait imaginer une similarité avec un boîtier APS-C expert. Maintenant, je suis assez d'accord. À chaque fois que nous, sans trahir de secret, mais quand on rencontre les gens de Nikon, ou quand ils nous disent, tiens, il va y avoir une nouveauté, etc., la première chose qu'on leur dit, c'est ça, c'est le remplaçant du D500. Et en fait, on se rend compte que c'est là où la question se pose. Ça semble peut-être pas être une priorité chez eux. Et j'ai compris pas du tout pourquoi. Ils ont peut-être une réflexion, une stratégie là-dessus. Mais c'est vrai que quand on voit et la clientèle, le succès du R7 encore aujourd'hui, et les attentes et les demandes, chaque personne qui vient nous voir, et je pense que quand ils sont sur Montier ou quand ils sont au salon de la photo, c'est un peu la même chose. Ils doivent avoir la question en permanence. Ouais. Et s'ils le font pas, pour moi, c'est soit ils veulent pas casser une gamme, je sais pas trop, mais je pense que c'est vraiment une question de volonté. Ça ne peut pas être une question d'impossibilité. Bon, un Z7 III, a priori, on est d'accord, ça va pas arriver. Ouais, je pense qu'il est mort. Enfin, le Z7 pour moi, c'est fini. Ouais, ça paraît compliqué parce que le Z8 avec sa définition, peut-être, on voit il y a eu des petites baisses de prix. Il va certainement à un moment donné se ramener vers les 4000, 4002, je sais pas. Un Z7 II aujourd'hui, son prix, si on considère un nouveau capteur ou un nouveau boîtier, il faudrait qu'il remonte autour des 3008 ou quasiment 4000, et il n'a pas d'intérêt pour moi par rapport à un Z8. Donc non. Ouais. En termes de boîtier, moi, c'est vrai que quand je regarde le tableau un peu du marché. Ils ont un Z5
qui date de 2020, qui est clairement à renouveler. Et je trouve que de manière générale, ils sont très faibles. Entre 1100 € et 2500 €, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Là, on voit que Canon, par exemple, a un Canon R8 à 1699 ou Sony a un A6700. Dans cette gamme de prix-là, de gens qui ont aux alentours de 1700, 1800 €, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de produits. Alors peut-être que le Z5 viendra combler ça en faisant un Z50 II là, en capteur plein format. On peut imaginer que ça peut ressembler à ça. Ça, c'est facile à eux de le faire. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien... Enfin, moi, j'aime bien le positionnement du Canon R8 qui fait plein de compromis, qui n'a pas de stabilisation et compagnie. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, moi, j'ai envie qu'ils en sortent un de Z5 Mark II hérité d'un Z50. Mais pour moi, il faut vendre une... Enfin, il faut pas y aller sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que Canon, je trouve qu'avec le R8, sur ce segment de produit-là, ils ont été très malins. Parce qu'ils ont vendu une promesse. En gros, la promesse, ça a été vous avez un R6 Mark II sans stabilisateur. C'est un peu la manière dont ils l'ont vendu, et forcément, ça a attiré beaucoup de monde. Donc là, si ils font un Z5 II, pour moi, c'est plus peut-être s'inspirer d'un Z6 III un peu plus light et à un prix beaucoup plus accessible que mettre juste un plein format sur un Z52. Voilà, je pense qu'il faut plus le voir comme ça. C'est pareil, hein, Sony fait un A7 IV Lite avec son A7C II. Qui est positionné à 2004. Moi, le Nikon ZF, je ne mets pas tout à fait dans cette catégorie parce que je trouve qu'il a un positionnement rétro qui fait que ça va plaire ou ça va pas plaire. C'est pas un standard, quoi. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas vraiment de compromis du Nikon Z6 III en dessous de 3000 € qui pourrait venir concurrencer soit un Canon R8, soit un A7C II. Je trouve que dans cette gamme de prix-là, il y a probablement des trucs à faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est là où je les attends, quoi. Et enfin, moi, là où je les trouve faibles, c'est ils n'ont pas de gamme ciné, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que Sony a déployé ses ZV. Il y a 50 ZV chez Sony. On a les FX aussi chez Sony. Chez Canon, on a la C80, on a la C400. Il y a des rumeurs d'un modèle encore plus entrée de gamme en vidéo qu'ils appelleraient la EOS RC, je crois. Et Nikon, aujourd'hui, n'a pas cette gamme-là. Donc, pour moi, elle est à créer en 2025, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est si surprenant que ça? C'est-à-dire que si je prends un historique, Canon, c'est une marque ciné, caméra. Sony également. Oui, mais là, maintenant, ils veulent s'y mettre. Mais alors voilà, c'est vrai que là, Douglas en parlait tout à l'heure, le rachat de Red est certainement un point de bascule à ce niveau-là. Et effectivement, on commence maintenant à les attendre. Et il y a plein de gens, effectivement, qui nous disent, bon, ok, on a vu parler de cette histoire de rachat de Red. Intrinsèquement, si on regarde bien toutes les caractéristiques vidéo vraiment qu'on a sur les boîtiers Nikon, dans beaucoup de cas, elles sont quand même très performantes. Et aujourd'hui, les outils, je pense, sont sous-évalués au niveau de leur possibilité d'utilisation par rapport à la réalité de ce qu'ils proposent. Mais ils ont un défaut, effectivement, aussi d'image, image de marque extérieure par rapport à ça. Donc, est-ce que ça passerait par un boîtier qui ressemblerait beaucoup plus à une caméra, alors soit en reprenant l'esthétique assez cubique Red, ou s'inspirer de ce que fait Sony avec des FX, je sais pas, mais ça traduirait de se dire, ok, voilà, là, on prend le parti d'avoir un produit, il est assumé, il est quand même plus fait pour de la vidéo, et on le fait comme ça et on pousse l'histoire au bout. Ça pourrait être intéressant. Et puis les optiques, du coup, parce que voilà, on a pas beaucoup parlé de boîtier. Quid des optiques en termes d'évolution? C'est vrai que moi perso, enfin qualitativement parlant, franchement, je trouve que on va parler des optiques à 2.8 zoom. Les zooms 2.8 Nikon, si on regarde que la qualité, pour moi, honnêtement, c'est les meilleurs, toutes marques confondues. Par contre, c'est un poids, enfin c'est beaucoup trop lourd. C'est-à-dire que le 24-70 2.8 de chez Nikon, le 70-200 2.8, quand tu mets en face les GM2 de chez Sony, t'as 300-400 grammes d'écart sur le 70-200 par exemple. C'est gigantesque. Donc aussi bonne soit-elle, et effectivement c'est la spécialité de Nikon, de faire des optiques de qualité, et ça c'est indéniable. Par contre, je pense vraiment faut qu'ils travaillent comment faire pour un petit peu alléger leurs optiques. C'est trop lourd. 70-200 surtout, ouais. Ouais. Parce que le reste, franchement, en vrai, quand tu compares, il n'y a pas tant d'écart que ça. Ouais, 70-200, il y a un truc, ouais. Après, je me dis qu'il y a aussi peut-être une impossibilité, ou en tout cas une limitation technique par rapport à la taille de la monture qui est beaucoup plus grosse que sur les autres, ce qui implique peut-être de devoir faire, en tout cas en gardant des formules optiques standards, peut-être des optiques plus lourdes. Parce que quand on voit, je pense que Nikon n'est pas contre faire des optiques légères. On le voit avec, notamment, on repart les lentilles de Fresnel. C'est un vrai choix et aujourd'hui, c'est les seuls à continuer à le faire. C'est une dinguerie, ça, ce qu'ils font. Et et donc, d'avoir des optiques aussi bonnes soient-elles, plus légères, en soi, je pense qu'ils sont pas contre le faire. Ça serait une bonne année pour débuter les deuxièmes versions de leurs 24-70 et 70-200, effectivement.
et compléter leur gamme en 1.4. Alors, ils ont fait des 1.4 c'est pas du haut de gamme, mais finalement, ça permet d'avoir du 1.4 à prix accessible. Quand on rentre en magasin, on a du 1.4 à un tarif où on trouve pas de 1.4 chez les autres. Donc, c'est un parti pris. Mais quelqu'un qui a du Z8 ou du Z9, peut-être qu'il cherche un 1.4 haut de gamme et là, à ce moment-là, il l'a pas. Donc, il y a clairement du boulot aussi sur toute cette gamme 1.4, je pense. Après, je sais pas s'ils vont pas aller carrément... parce que aujourd'hui, il y a personne qui fait, par exemple, 2 gammes 1.4, une un peu entrée de gamme et une haut de gamme. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on considère que c'est un doublon et qu'ils veulent pas le faire? Est-ce que on considère que Nikon aujourd'hui, ils vont faire un peu comme peut le proposer Canon, aussi la gamme avec les primes en 1.2 ou en 1.8 sur les Plena, le 50-1.2, le 85-1.2 également, le Plena 135-1.8, etc. Et de se dire, le 1.4, on le laisse sur un autre parti. Ah ouais, non, mais aucun doute, ils savent ce qu'ils font. Hein. Enfin, moi, j'ai confiance en eux et je pense qu'il faut avoir la big picture à 3, 4 ans, 5 ans. Exact. Des fois pour comprendre. Tout à fait. Exactement. On a parlé tout à l'heure du Z50 Mark II qui était justement quelque chose qui avait bien démarré. On s'est dit tous ensemble qu'on attendait le Z500 ou en tout cas un D500 en Z. Et du coup, en fait, ça me fait penser que il faut aussi qu'ils étoffent la gamme des APS-C très clairement. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un choix spécifique avec des optiques un peu plus haut de gamme en APS-C. Faut qu'ils ouvrent à Sigma en fait, je pense tout simplement. Alors il y a une partie de la gamme qui est ouverte. Tu mets un 18-50, tu mets le 10-18 oui, mais vous savez, sur les zooms. Vous savez très bien aussi, et on le voit même avec Canon, que malgré tout, l'ouverture, ils vont vouloir vendre des optiques. Donc je pense que si un Z500, et est-ce que c'est pas ça qui retarderait aussi, un Z500 sortira pour moi quand il y aura aussi peut-être une gamme optique DX un peu plus experte, si j'ose dire, qui pourrait se mettre dessus. Ce qui n'empêche pas l'ouverture à Sigma, puisque elle a déjà démarré d'ailleurs. Ok, pour conclure, une question là que j'ai préparée pour tout le monde. Les pièges à éviter pour Nikon en 2025, c'est quoi les dangers pour eux? De toute façon aussi, le piège à éviter, c'est d'aller peut-être trop lentement. C'est-à-dire que tout à l'heure, Douglas disait c'est un avantage, par exemple, sur l'histoire de RED, à savoir, ils y mettent petit à petit, etc. Je parle dans la vidéo. Ok, très bien. Ils ont fait ça un peu entre guillemets en catimini. C'est pas facile cette question. Non, elle est pas facile, mais ça a été annoncé. Aujourd'hui, si on reste pendant 1 an et demi ou 2 ans à se dire ok, il y a eu un rachat, on y va petit à petit, on veut pas dénaturer, etc. Mais que les clients finaux n'ont pas de bénéfice réel de ce rachat-là, est-ce qu'à un moment donné, on n'en serait pas juste à dire que c'est juste une opération financière, point barre? Est-ce que c'est pas juste une opération qui était là pour couper court aux polémiques, point barre? Ça, c'est la première chose pour moi. Après, la deuxième, c'est effectivement justement de ne pas s'arrêter en bon chemin. C'est-à-dire qu'à la limite, le piège, c'est quand je disais d'être trop lent, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'a dit l'année dernière, voilà, on a eu... Bon, c'est pas tout ça l'année dernière, mais Z8, Z6 III, Z50 Mark II, ZF, tout ça des bonnes réussites sur les 18 derniers mois. En fait, faut continuer. Parce que si le risque, c'est de s'endormir sur ses lauriers et de ne pas aller justement se dire ok, le Z9 faut le remplacer, allez le Z500 si on peut le faire, faut pas le faire, et etc. Pour moi, c'est ça un petit peu, c'est d'être trop lent et de se dire ok, la gamme elle est bien, on la laisse comme ça. Ouais, pour moi, tu vois, pour moi le piège et le Z6 III m'a fait un peu ce sentiment-là. C'est d'aller trop à fond sur la vidéo en laissant un peu la partie photo. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'ils mettent pas le curseur trop fort sur la vidéo et qu'ils continuent aussi de développer, d'être compétitifs et d'être au prime de ce qu'on sait faire aussi en photo. Sur le Z6 III, c'est un peu ce que ça m'a donné comme sentiment, avec une partie vidéo éblouissante et une partie photo où on se dit oui, bon, c'est bien, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Mais du coup, ça passe aussi peut-être par le fait de faire un produit assumé, vraiment vidéo, comme on le disait tout à l'heure, où là, on se dit, vas-y, on a carte blanche, on lance tout et on voit ce qui se passe, et de recentrer peut-être sur certains autres, vraiment les specs photos de façon un peu plus poussée. Je pense qu'il faut qu'ils continuent de nous éblouir aussi avec des innovations en photo. D'ailleurs, il n'y est pas dans les objectifs, mais il y a un objectif PZ, donc qui est le premier objectif, entre guillemets, vraiment axé vidéo, qui n'est pas dans cette liste-là que je cherchais, mais peut-être que lui aussi, il prémisse d'une nouvelle gamme à associer, j'espère, avec un boîtier vidéo. Ah bah oui, ça serait top. Bon, écoute, merci Ronny d'avoir parlé avec nous, Nikon. Avec plaisir, c'est sympa. Toujours un plaisir d'être là. Merci à tous, et puis à bientôt. Allez, petite pause dans la vidéo, je vous mets en description un lien qui vous fait bénéficier de 2 mois gratuits chez Artlist. C'est tout simplement un incontournable chez les vidéastes, puisqu'ils font tout.
la musique, les effets sonores, les plans d'illustration, la génération de voix off, mais aussi l'animation de titres. Vous avez une banque de LUTs. Dernièrement, moi, j'ai fait pas mal de drones. Et ben, il n'y a pas de son sur mes plans de drones. En 2 secondes, j'ai trouvé des collections entières sur Artlist avec les musiques et les effets sonores à associer sur des plans drones. Et clairement, vous voyez, on peut donner une ambiance à cette visite de maison abandonnée. On peut jouer avec les whoosh et les bruits d'air autour du moulin. Tout ça, moi je l'ai trouvé dans une collection FPV, mais si vous avez un projet par exemple qui arrive avec la Saint-Valentin, ils ont aussi une collection liée à la Saint-Valentin. Ils viennent d'en créer une pour les intros et les outros. En fait, il y a des collections tout simplement sur tout. Tout ça, pour moi, c'est un gain de temps qui est vraiment important. Et niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est devenu impossible aujourd'hui de se tromper. Et d'ailleurs, j'ai que des bons retours sur Artlist. Je vous mets en description un lien avec 2 mois gratuits pour essayer vous-même et évidemment, ce lien contribue à aider la chaîne. Et donc, on passe à Sony en compagnie de Guillaume Ruchon, que vous connaissez probablement, ancien youtubeur, ancien ambassadeur Sony. Et aujourd'hui, tu as ta propre agence avec 25 collaborateurs, Picture Elements, qui gère d'ailleurs pas mal de choses aussi pour IPLN. Ouais. Salut Guillaume. Salut Damien, salut Douglas, merci de l'invitation. Salut Guillaume, plaisir de t'avoir avec nous, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans ce setup-là. Bah ouais, justement, je me redécouvre grâce à Damien. Non, c'est cool de regarder un petit peu là les backstage, etc. du podcast. Ça fait plaisir en tout cas. Merci pour l'invitation. Et toi, bon, pour le contexte, tu travailles avec ton agence en full en Sony. Ouais, nous on va même pas dire que j'ai bougé chez Sony. J'ai été toujours Sony user depuis 2014 quand j'ai commencé vraiment à mettre à la vidéo. 2015-2016, je me suis mis au RX100 Mark IV et depuis tout ce qu'on connaît chez Sony, on a ici à l'agence de l'A7, je crois qu'il nous reste un A7 III, un A7R 3 et aujourd'hui on a 2 A7S 3, on a un Alpha One, on a un A7R 4. Comment? FX3 aussi, non, FX3 on tourne pas. FX3 non, parce que quand je l'ai testé sur la chaîne, j'avais été invité à l'époque quand je faisais encore des vidéos sur YouTube à le tester, je comprenais pas le produit, tu vois, parce que moi j'étais encore entre le mec qui sait pas trop entre la photo et la vidéo, un peu titillé sur les deux côtés. Donc je me suis dit bon, écoute, un produit spécialement pour la vidéo alors que j'ai le même dans la A7S 3, je comprends pas le produit. Aujourd'hui, je n'attends qu'une chose, une FX3 Mark II. Transition quasi parfaite là. Donc en 2025, c'est quoi ton année de rêve 2025 chez Sony? Donc une FX3 Mark II. Ouais, c'est liste au Père Noël, liste au Père Noël à Sony, on on verra, voilà. En fait, le problème, c'est que Sony, ils ont une gamme tellement large que tu peux pas demander des nouveaux boîtiers dans chaque segment. C'est impossible. Là, on a eu l'Alpha One Mark II qui a été renouvelé. J'attends toujours une offre promotionnelle pour pouvoir revendre l'Alpha One Mark I qui était un hold-up complet pour acquérir un Alpha One Mark II. Mais juste une FX3 Mark II, aujourd'hui, dans mon domaine où je fais beaucoup plus de vidéos que de photos, une FX3 Mark II, c'est tout, avec quelques petites specs en plus, mais quelque chose où ils innovent, en fait. Juste arrêter de nous foutre des technos qui datent d'il y a 2-3 ans, juste innover. Justement, tu vois, j'étais sur Sony Alpha Rumors, ils disent qu'ils attendent une FX3 Mark II avec un capteur Global Shutter 24 millions de pixels, celui du A9 III. Ça te fait rêver, ça, toi, ou ça t'angoisse? Ouais, alors, celui du A9 III, il m'angoisse, parce que au bout de 2008, tu bruites comme si c'était à 200 000 ISO sur la FX3 Mark I. 24 millions de pixels Global Shutter, non. Par contre, capteur semi-empilé, pourquoi pas? Tu vois, un truc un peu justement innovant. Quand on voit les bienfaits d'un capteur semi-empilé sur un Z6 III, ça peut être intéressant. 24 millions de pixels, ça veut dire que derrière, on irait sur de la 6K. Pourquoi pas? Mais juste, en fait, essayer de suivre la roadmap que vous avez annoncée, tu vois, parce qu'ils ont annoncé quand même la roadmap des nouveautés firmware qu'ils attendaient sur la FX3. Et en septembre 2025, on va avoir la sortie RAW en collaboration avec Blackmagic. Juste ça, c'est game changer. C'est game changer dans le monde de la vidéo. C'est la feature qu'on attend, avec peut-être un enregistrement SSD en externe pour arrêter de nous saouler avec les cartes CFX Express de type A. Voilà. Tout le monde se pose la question. Moi, j'ai mon avis, mais on avait, il y a la A7S 3 qui a été la 3e génération du produit vidéo phare de chez Sony. Ils ont sorti la FX3. À l'instant où la FX3 est sortie, les ventes d'A7S 3 ont carrément plongé. Donc la question, c'est FX3 Mark II qui du coup va combiner une FX3 et un A7S 4, ou toi tu vois encore quand même l'intérêt d'un A7S 4?
Honnêtement, tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais sûrement répondu que la C4 avait encore sa place. Aujourd'hui, dans la partie filmmaking, vidéo, etc., FX3 Mark II ou FX4, enfin non, on a juste FX3 Mark II et pas de la C4. Ouais, parce que ça serait un retour en arrière, parce qu'aujourd'hui, même le boîtier de la FX3 est beaucoup plus propice à faire de la vidéo, à refroidir le boîtier. Si demain on monte en framerate, ça serait juste une folie. Toi, en tout cas, ta priorité, c'est de garder une bonne montée en sensibilité, même à 12800 ISO avec l'ISO natif. Ah ouais, c'est le game changer de la C3. Ouais, c'est ça qui doit rester, quoi. C'est ce qui... En plus, quand tu étalonnes aujourd'hui, en plus, quand tu exposes le S-Log 3, t'es obligé d'être à plus 1.7 plus 2. Si t'as pas ce double ISO natif à 12008, mais ça, franchement, ton film, D'accord. film en Ça SI, serait décevant de le perdre. ça serait... moi, honnêtement, quand j'entends des triples ISO natifs, je me dis, waouh, ça c'est encore l'étape du dessus, tu vois. Mais déjà, la sortie RAW, un peu plus de framerate, tu vois, c'est ce qui me dérange aujourd'hui chez Sony, c'est que c'est des suiveurs. Alors, ils ont innové sur le capteur Global Shutter de la 9.3. Ok, très bien, il a été emmené en haut de l'Everest par l'équipe d'Inoxtag. Super. Tu serais plus intéressé par de la 4K 240 ou par de la 6K, toi? Tu dois 4K choisir entre les deux. 4K 240. Ouais. Ouais, je suis Ok. d'accord. Et toi, Ou alors- non, Damien, pas toi? Oui, moi aussi, ouais. Ah oui. Oui, non, mais pardon, ouais. Donc moi, je serais content qu'il reste à 12, en fait. Mais qu'ils poussent le 12 avec du empilé, avec de la 4K 240, avec ce genre de feature. Ouais. Après, la 6K, ça permet d'avoir de la 4K oversamplée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes la 4K des flagships de Sony versus la 4K de notre A7S3, ouais, t'as un truc qui est quand même beaucoup moins piqué, etc. Après, t'as des filmmakers qui vont bondir dans les commentaires en disant, mais mec, nous, ce qu'on veut, c'est mettre du mist et tout mettre tout flou, etc. Oui, mais plus ton image à la base, elle est propre, plus derrière, tu peux la travailler. Une image qui est un peu blurry, qui manque de détails, tu vas jamais pouvoir la rattraper autant que tu peux en natif, même s'il y a des IA, même s'il y a des outils incroyables aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout avoir la meilleure image qui sort ton boîtier en brut, et après tu le travailles. Bon, et côté grand public, on attend quand même le renouvellement du boîtier majeur, hein, j'imagine, c'est la 7.5. Tu le vois comment, toi? En fait, tout a été redistribué à partir du moment où Nikon a sorti son Z6 III, où ce capteur justement semi-empilé. L'erreur à ne pas refaire pour Sony vraiment sur la 7.5, c'est de nous brider à 10 images par seconde en photo. En fait, aujourd'hui, la rafale. Alors, la rafale, Trop lent. C'est trop lent, c'est un frein. Bien évidemment qu'on va avoir la puce IA et tutti quanti et toutes les innovations depuis la 7.5. Mais la pré-capture, c'est pareil. Moi, je pense qu'ils vont pas la mettre sur la 7.5 parce que ah ouais, là, ça serait une sacrée erreur quand même, je pense. Hein. Ah oui, mais ça serait une erreur. Ouais. Ça serait une erreur parce qu'aujourd'hui, en concurrence directe, on les a. Mais dans la politique de Sony, je te promets que je pense qu'ils sont capables de pas le mettre parce qu'ils se disent non, ça c'est réservé à nos flagships, etc. Mais parfois, ça les gêne pas, par exemple, de venir mettre la puce à l'IA sur le ZVE1 quand d'autres boîtiers ne l'avaient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas toujours dans la dynamique de dire on a une évolution technique, on la met dans le boîtier flagship. Parfois, ils ont mis en place des innovations qui n'étaient pas forcément sur les boîtiers les plus haut de gamme. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence est là, quoi. Et là où avant Sony, on les regardait un peu les autres d'en haut en disant, nous, regardez ce qu'on arrive à faire. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, la rafale est un peu plus lente. Là, on voit le Nikon, 4K 120 sans crop, 4K 60 sans crop, alors qu'un A7 IV a du crop en 4K 60 quand même. Ouais. Donc, autant dire qu'ils reviennent de loin, quoi. Et une rafale qui monte maintenant à 30, 40 images par seconde, là où la 7 IV est à 10. Donc, certes, il a 33 millions de pixels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit un peu, est-ce que ça va suffire s'ils se mettent pas à niveau, ouais. On posera la question qu'on pose à chaque fois, mais je veux pas anticiper là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, la 7.5 va être vraiment un tournant là dans les futures années de Sony, parce que la 7.5 c'est le boîtier vraiment universel, c'est celui qui draine le plus de volume de vente. Et on le disait pareil juste avant de commencer cette émission, la 7 IV, malgré tous les griefs qu'on vient de lui reprocher par rapport à la concurrence, reste encore aujourd'hui le produit ou le top 2 des top 3, enfin il est largement dans le top 3, pour nous en tout cas à l'échelle d'IPLN, c'est le produit le plus volumique sur le marché. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui Sony continue à vendre beaucoup de boîtiers. Pour moi,
en grande partie parce qu'ils ont une ouverture de monture et que du coup les gens ont un choix assez pléthorique d'optiques à mettre dessus. La problématique, c'est que là on voit que Nikon, ils sont en train de sortir pas mal d'optiques, ils ouvrent un petit peu la monture. Canon, c'est pareil. Donc en fait, cette avance-là et cet avantage qu'ils avaient en se disant, OK, on va vendre des boîtiers parce que nous on s'est proposé plein d'optiques. Si demain ils ont plus cette avance-là parce que les autres font pareil, je pense que ça peut peut-être être un danger pour l'avenir de Sony. Ah, mais c'est là où ils ont une extrême longueur d'avance. C'est-à-dire que la monture, elle existe depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Ils ont tellement des optiques de fou avec, je pense au 35-150 de Tamron, je pense à des partenariats avec Sigma depuis plus longtemps que vraiment, tu vois, à partir de ce moment-là, tu dépends même plus du boîtier. Enfin, tu dépends des constructeurs tiers. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, sauf que en fait, le vent, il peut hyper vite tourner. C'est-à-dire qu'il suffit que Canon, à un moment donné, ouvre la monture à Sigma et toutes les optiques qui sont déjà là, ils les développent en RF. Cet avantage-là, et t'as raison, c'est ce que je disais, qui est clair, ils peuvent vite le perdre. Tu parles du 35-150. 35-150, aujourd'hui, il existe en Nikon Z aussi. Pour l'instant, j'ai envie de dire, ils segmentent un petit peu, ils font un peu du à la carte, on commence à ouvrir avec parcimonie. Ouais, l'ouverture est partielle. Exactement. Je pense que le risque, c'est que si l'un de ces deux acteurs ouvre réellement la monture, tout cet avantage-là de Sony qui leur faisait vendre des boîtiers parce qu'ils avaient un choix énorme en optique disponible, ils risquent de le perdre. Donc c'est pour ça que moi, la 7.5, c'est vraiment à un horizon 4 produit... ans, on peut imaginer que dans 4 ans, tout le monde aura ouvert. ça commence à être comparable. Et tant mieux, parce que justement, c'est là mais Sony doit rester leader comme ils ont su le faire avant. Sony doit se mettre à niveau s'il ne veut pas perdre la course, effectivement, d'ici 3 à 4 ans. Quand on voit un R5 II de Canon qui sort avec des features à faire pâlir l'Alpha One Mark II à un prix au prix de la FX3, enfin effectivement, tu te dis aujourd'hui, il y a un pourcentage de la marge qu'il faudrait peut-être arrêter d'appliquer à chacun des produits. Donc oui, les produits sont exceptionnels. La monture est, je pense, la première des raisons pour laquelle les gens vont s'équiper chez Sony, c'est qu'ils vont pouvoir prendre des optiques moins chères. Et on l'a vu, un 24-70 DGDN2 versus un 24-70 GM1, pas le 2, attention. Mais tu peux en acheter deux pour le prix d'un en GM2. Pardon, mais moi, je suis vidéaste. Aujourd'hui, j'ai pris un 24-70 DGDN2 il y a pas si longtemps parce que je veux pas mettre 3000 balles ou 2700 balles sur un 24-70. Attends, en boîtier, on a quand même, il y a un truc, moi, et je l'ai vu sur l'article de Sony Alpha Rumor, moi, que j'attends depuis longtemps. J'avais adoré et je trouve qu'ils avaient été précurseurs et ils sont peut-être arrivés trop tôt avec le RX1R. Ouais, ça, moi, c'est un produit qui m'excite grave. RX1R Mark III, quand on voit le succès du Q3, quand on voit des rumeurs, quand on voit le succès du X66 bien évidemment, quand on voit des rumeurs insistantes côté Fuji avec un espèce de X100 moyen format, il y a un vrai besoin, je trouve, et un vrai marché sur des produits, je vais dire avec mono-optique, non-objectif interchangeable, grand capteur, optique hyper qualitative et ce côté un peu rétro. Et c'est vrai que le RX1R, il était peut-être un peu trop précurseur et ils sont peut-être arrivés trop tôt. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir un truc de ce type-là. Moi, mon analyse, c'est que je ne suis pas sûr qu'en sortant un RX1R Mark III avec des features de ouf, fasse de l'ombre à l'Eka Q3 ou un X106. Déjà, le X106, c'est pas du tout le même positionnement. C'est pas le même positionnement. Mais c'est pertinent ce que tu dis. La question, elle se pose. Le mec qui va acheter le Q3 et qui veut le Q3, il achète pas que le produit, il achète un peu l'univers, l'expérience. Exactement. Mais par contre, tout le monde n'a peut-être pas 6700 balles à mettre. Alors que si tu vas chercher un truc aux alentours des, je sais pas, aujourd'hui un A7R5, donc la techno d'un A7R5, ça vaut 4005, donc tu vas être entre 4 et 5000. Mais par contre, t'as un autofocus qui est quand même pas l'autofocus du Q3 parce que c'est quand même pas leur gros point fort. T'as un vrai autofocus de qualité. Je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens. Écoute, seul l'avenir nous le dira, mais moi je pense que toutes les équipes développement produit marketing, enfin toutes les équipes chez les marques, les constructeurs ont un peu la même réflexion. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup de dépenses en termes d'innovation parce que en fait c'est pas uniquement le boîtier, c'est l'optique qui doit être aussi impeccable. Et donc c'est vraiment une grosse décision et je pense qu'il se pose la question par rapport à justement tout ce que renvoie l'image du produit et quand tu es chez Leica avec un Q3, si tu veux, tu vas jusqu'aux accessoires qui sont incroyables avec des écrins, avec tu vois ce que je veux dire, t'as vraiment cet univers. Quand tu arrives chez Sony, c'est trop technophile quoi. Enfin moi j'ai cette
cette image-là de ce produit-là en tout cas. Ça m'empêche pas d'être hyper intéressé par justement ce côté capteur focal, objectif fixe sur un produit comme ça. Et typiquement, demain, je passe en Leica Q3, je prendrai un Leica Q3 monochrome. Je reviens sur mes optiques. On attend quoi en optique chez Sony? 85-1.2, on l'attend celui-là. Je pense que c'est celui qui est un peu dans les... Quoi qu'ils viennent de sortir un GM2, un 4. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Quand je l'ai vu dans la liste des sujets à évoquer lors de ce podcast, je me suis dit le 85-1.2, il est tellement niche. Le produit, tu le mets où? Il va être super cher. Ça va être réservé à une niche de personnes. Moi, ça m'intéresse pas perso. Tu vois, les optiques ciné chez Sony, ça manque. Une vraie gamme d'optiques ciné qui vont justement avec leur roadmap 2025 jusqu'à 2026, j'ai vu, parce qu'ils parlent d'implémenter une fonctionnalité super cool qui existe chez Pana par exemple, c'est le mode anamorphique. Donc dans ce cas-là, propose-nous, mon ref, des optiques anamorphiques. Alors on sait qu'aujourd'hui tu as pléthore de constructeurs comme Laowa, etc., qui proposent du 1.3, du 1.5, mais le vrai anamorphique c'est du 2 fois. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ultra réservé aux produits les plus haut de gamme, mais ça aurait du sens qu'ils sortent des objectifs anamorphiques. En macro, non, parce que comme à l'agence, vous faites aussi, vous travaillez pour beaucoup de marques, donc du packshot. Macro, moi je trouve que le 90 macro, ça y est, et c'est justement là où ils perdent un peu de terrain, je trouve, parce que les fabricants tiers, l'AOA, etc., sortent des innovations sur plein de types d'optiques. Bon, on connaît le probe, on connaît les optiques macro. Ouais, en optique, de toute façon, là, ils sont en train de décliner tout un renouvellement. Je pense que, on va parler probablement d'un renouvellement du 100-400, j'imagine. Qui commence à dater aussi. Pourquoi pas le 135? Parce qu'il est excellent le 135, mais le fait est que comme il commence à renouveler, pourquoi pas? Moi, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans les optiques, qui je trouve, j'ai envie de voir Sony arriver sur ce segment-là, c'est les longues focales. Ils ont innové récemment avec un 300-2.8 hyper compact, le plus léger du marché. Ils ont un 400, ils ont un 600. Bon, ils n'ont pas de 500. Par contre, donc potentiellement 500, parce que 500, c'est quand même... C'est toujours en fait le dilemme, c'est-à-dire que les photographes animaliers, en gros, ils souvent hésitent entre un 400-2.8 qui est quand même plutôt réservé pour le sport. Est-ce que 400 c'est pas un peu juste? 600, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop? 500 c'est toujours une bonne focale, donc il y a ça. Et surtout, c'est les zooms longue focale lumineux. Quand on voit ce que fait Canon avec un 100-300 à 2.8, moi j'aimerais bien voir Sony arriver sur un zoom longue focale très très lumineux. Et pour l'instant, je crois pas qu'il y a trop de rumeurs, mais c'est un truc que j'aimerais bien voir. Il y a des rumeurs de renouvellement du 400 et du 600 là. Ah ok. C'est la question avec laquelle on finit avec tous nos invités par rapport au projet des différentes marques et à cette année 2025. Pour toi, on a peut-être donné quelques pistes dans tous ces échanges, mais pour toi les pièges ou les dangers, les pièges à éviter chez Sony cette année-là, quels potentiellement pourraient être les dangers par rapport à ce qui se fait sur le marché? De pas nous reproduire un 10 images par seconde en rafale photo sur un A7 V, ça c'est vraiment, ça serait un gros red flag par rapport à ça. Faut pas se reposer sur leur laurier en fait. Ouais, tout simplement. C'est juste de pas réinjecter des petites technos qui sont dérivées de l'Alpha One Mark II, mais vraiment d'arriver avec une innovation. Écoute, merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très chouette. Moi, je te dis pas, on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Attends, tu ne sais pas. Peut-être. D'ici encore quelques semaines. Ouais, t'as envie, tu l'as dit, t'as fait un petit live sur Insta, t'as envie de revenir. Et je le dis ça tous les 3 mois. Bon, écoute, j'espère alors. Salut Guillaume. Et donc, on passe maintenant à Canon, en compagnie de Roch Laurent. Salut Roch. Salut Damien, salut Douglas. Salut Rocky. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as fait 35 ans chez Canon et tu étais responsable de la relation avec les magasins d'un côté, mais aussi en contact avec les professionnels. Donc, autant dire que tu connais très très bien la boutique. Je connais bien la maison, oui. Je connais bien la maison, puis je suis heureux de faire cette vidéo avec vous parce que j'en suis sorti depuis 10 mois, 9 ou 10 mois. Et d'abord, ça me fait m'immerger à nouveau dans ce que j'adore, mais surtout d'avoir une parole un peu libérée également par rapport à ça, puisque je suis plus à l'intérieur et n'ayant plus vraiment les informations, je peux m'exprimer en totale liberté. Voilà, c'est un plaisir. Comment tu vois, on a suivi l'actualité bouillante de 2024 chez Canon avec le R5 Mark II et le R1. Ça a commencé probablement un cycle. Comment tu vois, toi, l'année 2025 à venir? Tu penses qu'il y aura quel produit? Moi, je pense que la gamme est extrêmement mature chez Canon.
il faut savoir que les produits Canon ont cette particularité, sont vraiment des marathoniens, c'est-à-dire que les produits sont parfois au lancement pas forcément très spectaculaires. Les gens sont toujours un peu à dire il manque ça, ou on attendait plus de résolution, on attendait quelque chose, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a toujours un bouche à oreille absolument incroyable chez Canon, et que dans le temps les produits s'installent et durent très très longtemps, parce qu'en fait la qualité des produits est là, ça se sait. Et ces produits sont plutôt des marathoniens que des sprinteurs, et ils courent très longtemps. Et j'ai envie de dire que l'équipe qui est en place aujourd'hui, l'équipe de coureurs là qu'on voit chez Canon, c'est vraiment une équipe qui est en pleine forme. Il n'y a pas de produits pour moi qui sont un petit peu défaillants. Alors il y a des produits un peu plus anciens qui attendraient quelques améliorations, mais ça on peut tout à fait en parler. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je pense pas que l'année nous réserve une bombe. Par exemple, alors du coup, c'était pas forcément l'ordre de priorité de comment on voulait en discuter, mais moi je reviens sur ce que tu dis. Tu penses pas qu'il y aura une bombe? Tu penses pas qu'il y a un R6 Mark III qui est dans les tuyaux sur 2025? Moi, je ne sais pas. Connaissant la marque, je pense qu'ils vont faire vivre le R6 Mark II encore toute une année. Je l'imagine. Peut-être en fin d'année, il y aura peut-être quelque chose. Moi, perso, effectivement, on se demande un peu quel va être le constructeur qui va oser mettre un capteur empilé à ce niveau de gamme-là. C'est exactement ça. Est-ce que Canon ne pourrait pas être celui-là? Alors, oui, Damien, Canon pourrait être celui-là. Je le crois. Mais pas... Allez, je le dis, pas en 2025 pour moi, en tout cas. Pas en 2025 pour toi. Non, pas en 2025 pour moi. Après, sincèrement, j'espère que l'avenir me contredira. Mais sincèrement, je pense pas que 2025 sera l'année du R6 Mark. On voit quand même comment ça fonctionne chez Canon avec des nouveaux composants donc qu'on connaît maintenant, qui ont été introduits avec le R1, avec le R5 Mark II, avec ce nouveau processeur Digic Accelerator. On peut imaginer maintenant qu'ils cherchent à les mettre, pourquoi pas, dans un R6 Mark III, dans un R7 Mark II. Ça serait la logique quand même de décliner ça dans ces produits-là. Pour moi, Damien, c'est clairement l'avenir. Ce que tu dis là est vrai. Ouais. D'ailleurs, j'avais entendu ta dernière vidéo dans laquelle tu expliquais un petit peu effectivement qu'aujourd'hui les constructeurs ils piochent dans des banques. Moi je l'appelle ça jeu Lego. Il faut rappeler quand même que Canon fabrique ses capteurs. Il n'y a pas tant de fabricants de capteurs aujourd'hui sur le marché de la photo. Canon fabrique ses capteurs alors que d'autres marques depuis longtemps ne les fabriquent plus. Canon fabrique ses processeurs. Canon est encore une marque très très autonome dans la construction de ses composants. Il faut rappeler aussi que le marché de la photo c'est un petit marché en volume dans l'électronique mondiale, ça représente très peu de pièces finalement et on peut pas se disperser. C'est pour ça qu'on assiste souvent à des mutualisations de taille de capteurs, etc. Parce qu'il n'y a pas une taille de marché suffisante pour avoir une immense diversité dans les composants non plus. Donc c'est pour ça ce que tu dis, Damien, est vrai. On ira forcément piocher un moment dans cette banque de composants pour améliorer le R7 ou améliorer le R6, c'est évident. Et le R3, comment tu l'analyses le produit maintenant que t'as un R1 qui est arrivé, qui est quand même le flagship. Le R3, on le savait de par du coup peut-être même son naming entre guillemets. Tous les boîtiers Canon ont toujours été des 1, donc quand le R3 est sorti, on savait qu'à un moment donné un R1 allait arriver. Comment tu le positionnes entre un R1 qui est récemment arrivé et un R5 Mark II qui aujourd'hui a un prix extrêmement agressif par rapport à tout ce qu'il embarque? Alors pas du tout. Je vois pas de R3 Mark II. Je pense que le R3, il va prendre une position marketing par son prix. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, c'est exactement ce que tu dis, Douglas, lui donner un positionnement clair de façon tarifaire entre un R5 II et un R1. C'est-à-dire qu'il adopte une position tarifaire qui fasse qu'on ait ce qu'on appelle un line-up, c'est-à-dire une gamme extrêmement cohérente. Non, je disais, Damien, t'en penses quoi? Le R3, toi qui allais pareil, t'as les 3 ou t'as testé les 3, tu as les 3. Il a un positionnement qui est un peu compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent au Canon R1 qui vont revendre un Canon R3. Donc il va quand même y avoir pas mal de Canon R3 d'occasion. C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas, je pense. Donc je sais pas s'il y aura quand même beaucoup d'acheteurs de Canon R3 neufs. Il a un positionnement un peu entre deux qui fait c'est ce que je dis, Damien. Il faut le rendre attractif. Il faut le rendre attractif sur le plan tarifaire. Il faut le rapprocher vraiment du R5 et le rendre extrêmement attractif sur le plan tarifaire. Moi, j'ai été parce qu'on parlait des R3 d'occasion. Je fais juste une petite aparté. Je sais que c'est des éléments qui te passionnent aussi, Rock. Moi, j'ai été impressionné quand même
par les performances du R1, pas les performances techniques, hein, mais les performances de vente du R1. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'il y aurait un tel intérêt qui s'en vendrait autant en volume au vu quand même du prix, parce qu'on avait quand même un retour d'expérience de voilà, les boîtiers Sony en très haut de gamme font plus les volumes qu'ils faisaient avant dans ces segments de prix là. Chez Nikon, bon, le Z9 au début a bien fonctionné, mais puis après il y a le Z8 qui est venu un peu le freiner, et je me suis dit là, Canon revient avec un boîtier à plus de 7 000 €. J'avais un peu le doute, et clairement ouais, il a des performances en termes de vente qui sont excellents. Oui, alors on revient exactement à ce que je disais, Douglas. C'est-à-dire, il y a un phénomène de bouche à oreille très puissant sur le R1, et je peux vous dire à tous les deux que, par exemple, aux JO, aux Jeux Olympiques, le bouche à oreille a été extraordinaire. C'est-à-dire, on sait que les marques prêtent des produits aux Jeux Olympiques, et Canon a prêté beaucoup de R1, et les feedbacks des photographes par rapport aux autres boîtiers était absolument extraordinaire. Et c'était une traînée de poudre. Tous les gens venaient sur le stand de Canon en disant je veux le R1, je veux essayer le R1, parce que le collègue avait fait des super photos et on voulait. Et c'est un petit peu cette dynamique que tu expliques, Douglas. C'est-à-dire que le produit s'installe parce que j'ai un R1, j'en parle sur un stade, j'en parle à des collègues dans une sortie animalière. Et là, je fais des petits en fait avec mon produit. Et c'est ce que je disais, c'est un marathonien. Le produit va courir longtemps. Parce qu'il a une excellente, il est bien né en fait, il est très bien né ce produit. Ouais, il est bien né, ouais. Et il vieillit bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Là où Canon continue de travailler quand même, c'est les caméras ciné. Oui. Ils avaient commencé avec le R5C qui était un peu balbutiant, qui je pense a été abandonné parce qu'il était un peu entre les deux. C'était un bon produit, mais c'était un produit qui avait des défauts. Oui. Énorme problème d'autonomie, problème d'autonomie sur ce produit. On a vu la C70 qui elle aussi avait pour défaut d'avoir un capteur plus petit, qui a été corrigé par la C80 qui est maintenant plein format. Oui. On avait une C300, on a vu qu'ils sont arrivés avec une C400. Malgré tout, je pense que le point commun de cette gamme-là, c'est que des boîtiers qui sont très très chers. C'est-à-dire qu'une C80 aujourd'hui, je viens de vérifier là, c'est presque 6 000 €. Est-ce qu'il n'y a pas de la place quand on voit Sony qui vend des palettes de FX3 à... Combien une FX3 actuellement, 3 500, un tout petit peu 4 000 plus. Non, 4002. 4002 ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de la place à un produit plus entrée de gamme? Alors, je ne vais pas faire semblant, hein. Il y a des rumeurs très fortes au moment où je parle d'un boîtier qui s'appellerait le Canon EOS RC, dont je ne sais rien. Donc, je ne suis pas sous NDA, je n'ai pas la moindre info. C'est une rumeur publiée par Canon Rumors, donc ça engage qu'eux. Mais qui dit qu'effectivement, c'est il y a 3 jours. Ouais. Il pourrait y avoir un boîtier vidéo plus entrée de gamme, plus accessible. Voilà. Pour toi, ça fait sens? C'est vraiment un sujet passionnant que tu abordes, Damien, pour plein de raisons. D'abord, dans les produits que tu viens de montrer, il y a un vrai savoir-faire de Canon pour la vidéo, on est d'accord, et particulièrement sur la gamme actuelle. J'intègre à cela les optiques, par exemple, de la série Z, que j'ajoute, je dirais, à ce savoir-faire Canon. À cet écosystème, ouais. À cet écosystème. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et je pense, moi, dans le grand challenge de Canon, pour moi en 2025, c'est la reconquête de cette clientèle de créateurs de contenu, plutôt sur des produits, comme tu le dis, Damien, plus entrée de gamme, plus accessible, plus technique, mais en même temps accessible. Il y a vraiment un boulevard pour Canon ici. Je ne vois pas comment une marque qui est capable de faire les produits que tu nous montres à l'écran actuellement ne serait pas capable de décliner un produit d'entrée de gamme. J'y crois. Allez, je mets pas un billet sur le R6 Mark III en 2025, mais vraiment, je mets un billet sur un ou deux produits en gamme intermédiaire sur la vidéo, en créateur de contenu. J'y vais là. C'est tellement pertinent ce que tu dis, parce que moi vraiment, là, tu vois, ça me fait sourire, et j'ai le sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Donc quand je t'écoute dire ce que tu viens de dire, moi je sens Canon dans une dynamique là de sortie de produits et de captation de marché extrêmement forte. Extrêmement forte. Je sens que quand je vois le R5 II, quand je vois l'idée de dire d'analyser en fait là où ils sont moins bons. C'est-à-dire que Canon, si on reprend un peu un historique un peu plus ancien, Canon, c'était le choix des vidéastes. Le 5D Mark II, le 5D Mark III, ça a été des raz-de-marée sur la vidéo. Beaucoup de choses, hein. Mais, bien sûr, ça a été des raz-de-marée là-dessus. Puis après, ils n'ont pas pris et là, ça a été peut-être une erreur, le virage de l'hybride, peut-être suffisamment tôt ou suffisamment bien, parce qu'ils l'ont fait, mais peut-être je vais dire, volontairement mesuré. Sony leur a bouffé
du terrain très très fort justement Oui. sur aujourd'hui cette typologie de clients hybride photo-vidéo et créateur de contenu où il y a besoin de faire de la photo, où il y a besoin de faire de la vidéo. Sony a capté énormément ces clients-là. Sony se fait un petit peu rattraper par Canon, par Sony, par Nikon, par Panasonic, etc. Il y a une concurrence un petit peu plus importante. Et Canon qui arriverait, pour être franc, je l'avais même pas vu cette rumeur là qui date d'il y a 3 jours sur Canon Rumor là, mais ça a tellement de sens et c'est tellement fort que je pense que Canon en 2025 peut faire très 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 mal. Ce produit un peu entrée de gamme intermédiaire, c'est vraiment un rajeunissement de la marque aussi, parce que je crois que il y a un vrai challenge chez Canon pour reconquérir une clientèle plus jeune. Il faut vraiment faire revenir des jeunes photographes. Canon a des clients un petit peu comme Nikon, des clients qui sont souvent très expérimentés, des clients très aguerris, fidèles à la marque. Mais il y a vraiment une reconquête à aller chercher dans les jeunes générations. Et là, c'est un vrai challenge. J'y crois, comme je te Ce que Sony avait très bien fait. Ce que Sony avait très bien fait avant mais tout le monde. Ce que Canon a très bien fait à l'époque du 5D Mark II. On avait eu un rajeunissement de notre clientèle absolument incroyable à ce moment-là. Et puis, comme tu l'as bien décrit, les successions de technologies aidant, Canon a perdu un petit peu pied, mais est en train de revenir par le haut. Et c'est souvent comme ça que Canon attaque les choses. En termes de boîtier, ils ont un des line-up les plus intéressants du marché, ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que finalement, le risque, c'est pas la monture ? Est-ce que cette monture fermée, dont on voit pas exactement l'ouverture pour l'instant, c'est vrai que moi, on a vu, ils viennent de sortir un 28-70, qui est généralement le type d'optique que font plutôt Sigma ou Tamron. Oui. Donc, le fait qu'ils fassent ça, on se dit, ils vont pas ouvrir un Sigma et Tamron pour avoir un 28-70-2 tout de suite. Comment tu vois cette ouverture de monture ? C'est pas un frein pour toi ? Alors, c'est un frein. Oui, c'est un frein. Je vais reprendre. Je vais partir de très loin pour vous expliquer comment je vois les choses. En 2018, la monture RF arrive chez Canon. On va dire qu'il y a une 50aine d'optiques qui ont été lancées depuis, ce qui est quand même absolument remarquable. 50 optiques en si peu de temps, c'est quand même remarquable. Aujourd'hui, quand je regarde la gamme, il y a des gammes construites, c'est-à-dire vous avez dans les optiques les gammes entrée de gamme, vous avez les gammes sérielles et vous avez des gammes émergentes. Je parle du plein format. C'est les gammes que j'appellerais amateur expert. Et là, c'est vraiment l'optique que tu viens de citer, par exemple le 28-70 qui ouvre à 2.8. Et vous avez les gammes Z qui sont les gammes photo-vidéo. Donc 2 gammes historiques qui sont là et bien assises, et 2 gammes qui sont en train d'émerger. Et le fait que ces gammes émergent, particulièrement la gamme intermédiaire avec le 28 70-2.8, et je pense que cette optique ne restera pas seule, si vous voulez mon avis. On va voir arriver des produits dans cette philosophie. Pour moi, c'est un mauvais signal qui est envoyé à l'ouverture du plein format chez Canon. C'est comme ça que je vois les choses. C'est clair, et moi je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que c'est exactement ça. On en avait parlé avec Damien quand on a vu le 28-70 arriver. On s'est dit putain merde, c'est pas pour tout de suite. C'est un signal. Ça veut dire que, comme le dit Damien là très justement, ça c'est des optiques normalement où par facilité ils auraient pu ouvrir. Au final, ils ont fait le choix de le faire. Donc s'ils font ça, ça veut dire, et je suis d'accord avec toi, que ça restera pas seul et qu'il y aura un grand angle à 2.8 pas très cher, un 70-200 peut-être f4 pas très cher, etc. Mais du coup, ça retarde un petit peu l'ouverture de la monture. Et moi personnellement, je trouve que c'est une erreur. Je pense que c'est clair. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied alors qu'ils viennent de lancer un objectif. J'y crois pas du tout. Et je pense qu'ils sont dans cette stratégie d'autosuffisance qui est très bonne pour le business, tout simplement. C'est-à-dire que tu le sais probablement mieux que moi, mais les ventes ont l'air très très bonnes. C'est-à-dire qu'ils souffrent pas de cette situation-là. Non. Quand bien même Sony va bien, vend des optiques, Canon, quand on regarde le business, va bien. Et à partir de là, je vois pas pourquoi ils ouvriraient. Ils ont aucune raison d'ouvrir si le business va bien. On est d'accord. Ils engrangent. On est d'accord. c'est un peu comme ça que ça se passe, oui. Oui, et en fait, moi je vois ça comme c'est une partie de poker en fait. Ouais. Et ils ont des cartes dans la main, et aujourd'hui les cartes qu'ils ont, il reste une espèce de joker qui peuvent à tout moment ouvrir et dire on ouvre la monture et on va encore faire plus de ventes. Ouais. Mais tant que le jeu est bon, le business est bon, cette carte-là, ils peuvent retarder le moment où ils la battent, je pense. Ouais. On est d'accord. Et Rock, t'as
t'as un petit en optique parce que là bon on a parlé des zooms etc. Ouais. Il y a un truc on en a parlé un peu en off au moment de la préparation de l'émission, mais c'est vrai que je sais que toi c'est un sujet qui te tient à cœur sur la partie photographe animalier. Nikon est très fort quand même avec ses optiques en Fresnel là, focale fixe, très très légère. Canon pour l'instant n'y est pas. Donc voilà, là, Damien vous les montre, un 600 6.3, un 400 5.6, etc. à des prix assez abordables. Canon n'est pas là pour le moment. On voit passer des brevets. Qu'est-ce que tu vois le truc comment toi? Moi, je pense que Canon a pas mal joué le coup avec le 100-500 et le 200-800. Je pense que sur les zooms, ils sont bien. Je pense que le 200-800 est vraiment une optique extraordinaire. C'est assez incroyable et ça permet vraiment de faire des choses magnifiques. Et je pense que sur les téléfixes, il y a deux choses sur lesquelles Canon a du travail. C'est le multiplicateur intégré, parce que autant Canon l'a inventé avec le 200-400, mais s'est fait rattraper. Et Nikon a fait un très beau coup avec ça, et je pense qu'ils ont raison, et je pense que Canon devrait suivre l'exemple. Après, je pense que dans le très haut de gamme, ce qui est attendu, c'est un complément du 100-300 qui pourrait effectivement pour les photographes animaliers être intéressant. Animalier sport, hein, je pense à un 200-500 d'ouverture 4 par exemple, ce serait pour moi le rêve. Et après ces fameuses optiques intermédiaires fixes, il semble pas que Canon souhaite y aller pour l'instant. J'ai pas cette parce sensation. que pourtant il y a eu on a vu des articles avec une sorte de pattern, des brevets d'optique sur du 600 6.3 je crois. Absolument. Je sais plus Damien, tu l'as plus en tête, mais c'était ça, on en avait parlé. Il y a eu des optiques fixes. Ouais. Alors il faut savoir Douglas qu'il faut faire très attention à tout ce que tu vois en matière de lancement de brevets, parce que pour moi c'est un petit peu aussi une façon de créer un écran de fumée. Hein. Canon dépose énormément de choses dans tous les sens. Il faut savoir que Canon, aux États-Unis, est le 3e dépositaire de brevets. Hein. Et au niveau mondial, il est dans le top 5 des dépositaires de brevets. Je parle toute technologie confondue, y compris la bureautique. Hein. Donc Canon, c'est un producteur de brevets. C'est vraiment une société qui se caractérise par ça. Et donc souvent, ça crée un écran de fumée. On voit des tas de trucs sortir. Mais à la sortie, justement, à la sortie, il n'y a pas grand-chose qui se concrétise. Donc, on voit des tas ils brouillent les pistes, en fait, tu veux dire. Voilà. Ça leur permet de brouiller les pistes, peut-être. C'est une Ça permet de stratégie. brouiller les pistes, ça permet de préempter des territoires aussi. C'est-à-dire de savoir que s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais c'est le dépôt d'un brevet n'est pas forcément le gage d'une concrétisation par un lancement de produit. Pas du tout. Hein. Ah, c'est intéressant, ça. Pas du tout. Voilà. Est-ce que toi, t'imagines possible un R1, alors je sais pas comment il s'appelait, mais je crois qu'il a déjà existé, haute résolution, c'est-à-dire une déclinaison du R1 avec plus de mégapixels? Alors, c'est un sujet intéressant. C'était un DS, R1S, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'était les S. C'est un sujet intéressant parce que longtemps Canon a avancé au début du numérique avec 2 boîtiers pro simultanément. Un boîtier, alors les résolutions n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Alors, la question, Damien, c'est de se dire, est-ce qu'il y a nécessité d'un R1 S ou est-ce que le R5 Mark II peut occuper cette case? Voilà, c'est surtout ça. Besoin d'un boîtier construit comme un boîtier pro dans une très très haute résolution. Je pense que Canon doit regarder du côté de Fuji et se dire que finalement il y a des gens qui font ça pas si mal, hein, avec le moyen format. Et qu'est-ce que tu penses parce qu'on en a parlé pareil juste avant qu'on démarre, derrière toi dans ton décor, tu as une photo d'un Canonnet, je crois que ça s'appelle comme ça, de mémoire. Oui, il est là et je voulais regarder. Tu ne le savais même pas, regarde, il est là. Tu vois, regarde. Alors, ça a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser. Ce produit. Ah pardon, vas-y. Vous savez pourquoi je vous le montre? Parce que c'est le produit dont je rêve chez Canon. C'est-à-dire que s'il veut y avoir... C'était ma question. Alors pose-la, Douglas, ta question. Ma question, c'est de dire, quand on voit la réussite d'un Leica Q3, par exemple, quand on voit le succès d'un Fuji X106, donc des produits compacts, à objectif non interchangeable, avec une focale fixe et avec un design rétro. Moi, j'ai envie de voir, je l'ai dit juste avant aussi, on en parlait dans la même analyse avec Sony, j'ai envie de voir Canon, Nikon ou Sony arriver avec un produit de ce type-là. Ah mais moi Qu'est-ce que t'en penses? Moi alors, je vais vous dire 2 choses.
D'abord, Canon, comme je l'ai un petit peu évoqué au début de notre entretien, c'est une marque d'ingénieur. C'est-à-dire, chez Canon, il n'y a pas de concession au marketing. Si l'ingénieur a dit que pour un boîtier R1, l'usage c'était la sensibilité, la légèreté des poids de fichiers, la réactivité de l'autofocus, et que pour avoir tout ça, il fallait 24 millions de pixels, Canon n'écoutera pas le chant des influenceurs, etc., enfin, des gens influents quelque part qui voudraient plus. Ils s'en tiendront à la donnée technique. C'est une boîte d'ingénieurs et c'est une boîte qui regarde l'avenir, Canon, et qui est passionnée par les technologies. Vous le voyez avec le pilotage par l'œil, vous le voyez avec l'intégration de l'intelligence artificielle, et c'est une marque qui a extrêmement de mal, pour l'avoir vécu de l'intérieur, à regarder le passé. C'est-à-dire que c'est pas une marque qui cultive son passé, contrairement à Fuji qui le fait très bien, contrairement à Nikon aussi, hein. Très bien. Ouais. Ne parlons pas de Leica, dont la culture du passé c'est la raison d'être pratiquement c'est l'essence, ouais, c'est l'essence même. Mais Canon n'a pas beaucoup d'émotions en voyant ce qu'il a fait dans le passé. Mais moi, je pense, comme toi, qu'il y a vraiment de la place pour refaire une canonnette ou un canonnet, ça dépend, les gens l'appellent des deux façons. Ok. Bon, merci Rock. Ouais, écoute, merci, on a fait le tour, je pense. C'était passionnant, j'ai adoré ce moment avec vous. Bah ouais. Eh ben, c'est réciproque. Non, est-ce qu'on a posé la question? On n'a pas posé la question du piège. Je sais pas s'il l'a dit. Vas-y, on va voir ce qu'il va répondre. Ouais, c'est très rapide, hein. On la pose à chaque fin d'échange sur une marque. Selon toi, s'il y en avait un, quel serait le piège à éviter pour Canon, ou quel potentiel danger tu verrais dans l'année ou dans le futur et qu'il faudrait éviter? Pour moi, c'est clairement le vieillissement des utilisateurs de la marque. C'est-à-dire, c'est un piège pour la marque. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut rajeunir la clientèle, il faut faire rentrer des nouveaux photographes, il faut intéresser. Sony a prouvé qu'on pouvait intéresser une jeune population à la vidéo, à la photo, et je pense que le piège à éviter pour Canon, c'est d'être en opposition à Sony là-dessus. Il faut accompagner Sony, il faut réellement avoir une attractivité qui soit à la fois technologique, mais aussi dans l'image de la marque. Ce qui est plus compliqué, mais ça passe par des produits, et ça passera forcément par des produits vidéo et des produits vidéo de créateurs de contenu. Voilà pour moi le principal écueil de Canon. Un tout grand merci, merci Rock. beaucoup. Un grand merci, Rock. Merci à vous. C'était hyper intéressant. Merci. À très vite. Et donc, on enchaîne avec Fujifilm, et donc en compagnie de Cyril Oberlechner. Je suis désolé si j'ai écorché le nom. C'est pas grave. Cyril. Salut Cyril. Salut à tous. Salut Douglas. C'est un plaisir de t'avoir avec nous là. Pour ceux qui connaissent pas Cyril, c'est le responsable tout simplement d'IPLN Paris. C'est une des personnes que vous pouvez rencontrer quand vous allez sur place, et donc un passionné de la marque Fujifilm. Absolument. Entre autres. Un passionné, en vrai, Cyril, un passionné de photo qui cultive une connaissance photographique depuis de nombreuses années. Tu peux te présenter très rapidement pour poser un peu le cadre, mais voilà, Fuji et plein d'autres. Absolument. Moi, je suis un passionné de photo. Pour faire court, c'est le cinéma qui m'a dirigé vers la photo. Je me suis aperçu que j'aimais la lumière, donc naturellement, je suis rentré là-dedans. J'avais la chance d'avoir mon frère qui faisait de la photo. Et voilà, je suis passionné, et évidemment, en étant commercial, j'ai eu toutes les marques, et notamment Fuji avec du X Pro 1, du X100, du XT1, et aujourd'hui, il me reste un XT20. Voilà. Donc oui, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, on va jouer un peu à Madame Irma là pour le coup pour 2025. On va essayer de parler des produits qu'on aimerait voir sortir, faire un petit peu sa liste du Père Noël en disant tiens, moi j'aimerais bien voir tel produit, telle évolution. Attention aussi, peut-être qu'il faudrait travailler sur tel segment de produit. Donc on va commencer par on va rentrer dans le vif du sujet directement, parce que c'est pour moi la rumeur la plus insistante de ces derniers mois, et 2, personnellement, celle qui m'excite le plus, c'est la rumeur d'une sorte de X100 en GF dont on voit passer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cette rumeur-là, le fait de voir un produit en moyen format type X100? Écoute, c'est la nouvelle certainement la plus alléchante, et c'est ce qu'on s'est posé comme question quand on a vu la dernière présentation du président de Fujifilm, où il y avait une caméra sous un tissu.
Ça paraît, je dirais, parfaitement naturel dans la logique de Fuji. Fuji a quand même mis énormément d'énergie sur la partie moyen format depuis quelques années. Ils ont le capteur, ils ont le boîtier avec le GFX 50R. Il apparaît tout naturel que sur cette gamme-là, on ait le pendant du X100 en version moyen format. Et évidemment, c'est très très alléchant parce que ce qu'on peut lire comme rumeur, c'est que le boîtier serait pas très gros, il serait de la taille d'un X Pro. Donc oui, évidemment, c'est très 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 excitant sur papier. Je sais pas, on peut penser à plein de choses, c'est-à-dire que si effectivement on a un GFX a priori 100, ce qui est le nom qui serait donné à ce boîtier-là, qui serait donc un rangefinder, on peut peut-être imaginer qu'à côté de ça, on aurait aussi un boîtier moyen format rangefinder à objectif interchangeable, comme on l'a eu à l'époque avec le GFX 50R. J'ai des doutes sur... moi, j'aimerais bien, par exemple, avoir un X100 monochrome. J'en rêve depuis des années. J'en avais parlé à Fuji à l'époque. Fuji m'avait rétorqué que le capteur noir et blanc, c'était plutôt une niche et que la demande n'était pas assez forte. Et que à côté de ça, ils avaient leur simulation de film Macross en pellicule qui était très bonne. Voilà. Mais je rêve aussi d'un X100 en monochrome. Donc voilà. Et j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Ok. Et sur la gamme APS-C, t'imagines l'année comment ? Alors, j'imagine que que Fuji, revienne un peu sur leur gamme expert qu'ils ont un petit peu mis de côté. Voilà, le XH2, XH2S, je crois, en 2 ans maintenant. Je pense qu'il serait bien de réfléchir effectivement à les remplacer. Est-ce qu'on va avoir un X Pro ? J'aimerais bien aussi, parce que moi, c'est un format personnellement que j'adore. J'ai eu le X Pro 1 et j'en étais ravi. Est-ce qu'on aura un X5 aussi ? Je pense que ça serait bien. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que sur la gamme expert APS-C, Fuji a mis ça un peu de côté au profit du moyen format, sur lequel ils ont mis toute leur énergie et ils ont réussi. Voilà, sur le moyen format aujourd'hui, Fuji est quand même leader devant Hasselblad. Il est temps pour eux de revenir effectivement sur la partie APS-C, on va dire expert. Moi, je pense à un truc là qui me vient maintenant, auquel j'ai honnêtement jamais pensé. On voit le Pentax 17 et c'est marrant parce que Cyril, les quelques fois où je suis venu à Paris, et on en parlait encore hier, c'est dingue. Absolument. À Paris et dans le quartier où on est, le nombre de personnes qui rentrent quotidiennement pour acheter de la pellicule ou pour demander à acheter un boîtier argentique. Et donc aujourd'hui, la seule option que nous on a, c'est le Pentax 17, qui est la seule marque qui a redéveloppé un produit argentique et qui marche plutôt bien. Il y a vraiment de la demande, il y a de l'attrait, et il y a un peu ce côté club, on va dire, de photographes qui utilisent le Pentax 17, qui se retrouvent, qui font des sorties ensemble, etc. Donc c'est très côté argentique, c'est j'ai envie de dire une stratégie qu'a adopté Fuji dans leur simulation de film, d'aller remettre des simulations de film avec le nom des pellicules qui ont fait leur succès. Pourquoi Fuji irait pas sur un truc comme ça ? J'ai jamais pensé, mais là ça me vient comme ça serait peut-être intéressant aussi. Ok, en tout cas, là j'ai ouvert la page de Fuji Alpha Rumors. Non, pas Alpha Rumors. Fuji Rumors, pardon. Fuji Rumors. Effectivement, eux, ils disent que le deuxième boîtier là qui était sous le tissu, c'était bien ce qu'on appelle un half frame, donc un boîtier argentique où on prend des photos en portrait en faisant 2 photos par pellicule de 35 mm, quoi. Si je dis pas de bêtises. Et donc un équivalent du Pentax 17, quoi. C'est en tout cas eux ce qu'ils annoncent. Okay. Et eux voient malheureusement très peu de nouveautés sur la gamme APS-C. Ils disent que le seul boîtier qui devrait arriver, c'est le XE5 qui arriverait un peu avant l'été ou après l'été, vers l'été, quoi. XE5, là, c'est pareil, c'est un boîtier très compact qui, a priori, sera sans surprise puisque je pense qu'ils vont se baser sur les mêmes technologies qu'ils ont déjà sur le XM5 ou sur le XS10, ce genre de choses-là. Et justement, contrairement à ce que tu disais, et moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé voir des nouveautés ambitieuses dans la gamme XH2S, dans la gamme XH2. J'aimerais qu'ils tordent le cou enfin à cet autofocus. Ils s'en sortent pas. Et on a l'impression qu'ils ont envie d'explorer des nouveaux marchés. Là où ils n'ont pas beaucoup de concurrence, où il y a des marchés faciles faciles. Il n'y a rien qui est facile. Mais des marchés qui sont libres, sans une concurrence énorme, plutôt que d'essayer d'aller se battre dans un panier de requins avec du Canon, du Nikon, du Sony et compagnie.
Ouais, ce qui est un peu dommageable parce que ils avaient quand même pris un peu le leadership sur la partie APS-C. Il faut dire que les marques comme Nikon et Canon avaient un petit peu mis ça de côté et reviennent quand même assez en force, je trouve. Le Canon R7 est un très très beau succès. C'est encore un boîtier très demandé, notamment chez les photographes animaliers. Nikon est revenu avec un Z52, à mon avis, où ils ont un peu corrigé les faiblesses. Il leur manque dans la gamme un boîtier, on va dire APS-C expert. Sony revient avec un Alpha 6007. Donc il y a quand même un petit peu un danger sur la partie APS-C pour moi chez Fujifilm. Voilà, mais je pense que c'est une stratégie. Je pense que depuis quelque temps, toute leur énergie, toute la production a été vraiment dirigée sur le moyen format. Et à ce titre, on peut dire qu'ils ont réussi, hein, parce que voilà, ce sont des boîtiers. On va pas dire qu'on en vend beaucoup évidemment, mais ce sont des boîtiers qui suscitent de l'intérêt, qui génèrent de la curiosité et qui a une gamme optique quand même très très large. Je pense qu'il est quand même très très judicieux pour eux effectivement de s'attaquer à la boîtier expert. J'apprécie ce qu'ils font avec le XT50, avec le XM5. On voit bien qu'ils ont une stratégie de vouloir apporter des boîtiers, on va dire, plus amateurs sans que ce soit péjoratif. Mais il est quand même grand temps de s'attaquer au XH2, XH2S, voire au XT5. Parce que ils risquent peut-être de perdre des clients qui vont aller voir d'autres marques. Ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Il y a un espèce de shift. On ne sait pas trop si ils sont pas en train de transitionner vers un univers à la Leica et de sortir d'un positionnement qui était vraiment grand public, quoi. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait écho à ce que vous aviez déjà évoqué dans ce podcast avec une communication officielle de Fuji qui parlait d'apporter de la valeur effectivement à leur appareil d'aujourd'hui. Si c'est le cas, je peux comprendre. Je trouve ça très bien. La difficulté que j'ai moi aujourd'hui, ou en tout cas l'interrogation que j'ai, c'est que on a la sensation que Fuji est en train un peu de basculer dans une stratégie d'industrie de luxe où justement on réduit la production pour créer un peu de l'émulation par rapport aux produits. Et du coup, j'en arrive à me demander, je m'interroge si toutes les pénuries, enfin les difficultés d'approvisionnement qu'on a eu sur le X105, qu'on a sur le X106, qu'on a sur le XM5, qu'on a sur le XF28 série 2, ne seraient pas un petit peu volontaires de la part de Fuji, voilà, pour créer un peu d'émulation et des choses comme ça. Si c'est le cas, et encore une fois, c'est un point de vue, hein, c'est pas une vérité, c'est mon point de vue. Si c'est le cas, je trouve que c'est un jeu très très dangereux parce que nous, on est au contact direct des clients en magasin et aujourd'hui, on est confronté à une sorte d'incompréhension. Les clients comprennent pas pourquoi est-ce que du XM5 est annoncé et pourquoi est-ce qu'en magasin, on peut pas le prendre en main. Pourquoi est-ce que quand on fait des commandes, au bout d'un mois ou un mois et demi, on l'a toujours pas. Donc ça reste pour moi un jeu vraiment, si c'est le cas, hein, encore une fois, dangereux pour. Ça crée de la frustration. Ouais, c'est clair. Oui, ça crée de la frustration et quelque part de la colère. Et ça peut être une des raisons pour laquelle tout d'un coup, un client qui était Fuji se dit j'arrive pas à avoir ce que je veux, je vais voir ailleurs, je vais voir une autre marque. Ouais. Et l'autre signe d'un ralentissement du développement de cette gamme APS-C, c'est aussi un manque de renouvellement peut-être des optiques, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, très concrètement. Alors, en même temps, on vient d'avoir un renouvellement sur le 1655. Ils ont réussi à le faire. On a une optique qui est bonne, qui est plus petite, qui est plus légère. On attend qu'ils fassent la même chose sur un 50-140 ou sur un 100-400, qui sont quand même des grosses optiques. Voilà, la série des ouvertures 2 fonctionne très très bien. Il faut effectivement renouveler effectivement ces objectifs. C'est compliqué quand vous êtes équipé d'un XT5 d'avoir un 50-140 ou d'avoir un 100-400. On est tout de suite déséquilibré. Voilà, et c'est une des attentes des clients. Aujourd'hui, en magasin, les gens ne veulent plus de gros objectifs, de gros boîtiers. La compacité est vraiment le cahier des charges premier quand les gens veulent acheter un appareil photo. Ouais, d'ailleurs, je tombe sur le 500 mm 5.6. Ouais. Et c'est la première fois que Fujifilm fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est une optique à la base qui est moyen format et ils ont juste changé la monture, ils l'ont mis en X et on se retrouve avec un objectif qui est trop gros par rapport à ce qui devrait être pour un objectif plein. Et là aussi, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est probablement qu'ils mettent moins l'accent dans le développement de cette monture-là, quoi. Cet exemple-là, ça démontre de manière assez claire pour moi la priorité. C'est-à-dire que du coup, leur priorité, c'est plus forcément la APS-C parce que quand tu, entre guillemets, recycles une optique en juste changeant la monture pour l'adapter sur ton APS-C,
ça montre que c'est plus ton centre d'intérêt numéro 1. Et je suis assez d'accord, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, après, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font, hein, et peut-être qu'on ne sait pas tout, d'ailleurs, c'est même sûr. La dernière question, on y a répondu, du coup, au final, on pose toujours cette question à chaque invité. Le piège à éviter dans l'avenir, que ce soit 2025 ou ailleurs pour Fuji, pour toi, du coup, ce serait ça, de peut-être trop délaisser les XT et la gamme XF. Je suis entièrement d'accord et il faut vraiment revoir cette problématique d'approvisionnement parce que ça va être très 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 compliqué vis-à-vis des clients. Encore une fois, voilà, nous encore une fois, on est en contact direct des clients. Ne pas pouvoir satisfaire une demande, c'est très très compliqué. Générer de la frustration, je pense que ça peut fonctionner dans l'industrie du luxe. Sur de la partie des appareils photo, c'est à mon sens dangereux, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de faire du XM5, hein, c'est un boîtier super technologiquement, il est exceptionnel, il a un rapport qualité-prix exceptionnel. Mais si en magasin on peut pas le mettre dans les mains des consommateurs et ou leur vendre, il y a un moment donné où on va pas s'en sortir. Et encore une fois, c'est une raison pour laquelle un client peut quitter Fuji pour aller voir une autre marque. Donc il faut quand même être très précautionneux par rapport à ça, je pense. Moi, en tout cas, de mon côté, si j'avais pas de 50-140 et de 100-400 d'ici la fin de l'année, je serais déçu. Parce que je pense que là, maintenant, on en a vraiment besoin, quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors voilà, le fait d'avoir fait un 1655 peut laisser présager qu'il va y avoir un nouveau 50-140 et 100-400. Je l'espère. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on entend dans les... Wait and see. Merci Cyril. Yes. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on enchaîne avec la marque Lumix, cette fois-ci en compagnie de Nadia. Salut Nadia. Bonjour à tous. Bonjour Damien. Bonjour Douglas. Et bonjour à tous ceux qui écoutent le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc toi, tu tiens une chaîne qui s'appelle Partons en voyage et blog photo Lumix. Tu t'es imposé au fil des dernières années un peu comme la spécialiste Lumix. Tu testes tout, tous les boîtiers, tous les objectifs. Tu as participé au dernier lancement de tout Lumix. Tu as fait les salons de la photo 2 fois, si je ne dis pas de bêtises, avec eux. Donc voilà, c'est une marque que tu connais très bien. Et bah du coup, forcément, tu es la bonne personne pour se projeter un peu sur 2025. Comment t'imagines, toi, l'année de 2025 de Lumix ? Alors, je sais pas si je l'imagine, mais en tout cas, je l'espère dense, forcément. Moi, j'attends beaucoup de matériel parce que j'apprécie Lumix, comme vous l'aurez deviné, vu que je parle beaucoup de Lumix. Alors, je précise que je suis pas ambassadrice Lumix, parce que j'ai quand même souvent la question. Moi, aujourd'hui, si je suis factuelle, je pense qu'il y a des trous dans la raquette chez Lumix. Donc, j'ai quelques attentes, forcément. Si on regarde sur le plan format, parce qu'on peut commencer par le plan format, peut-être. Si je regarde sur le plan format, on a S9, S5 II, S5 IIX, S5, S5D aussi. Et ici, on a des boîtiers qui vont avoir grosso modo un capteur 24 millions de pixels et la 4K jusqu'à 50 et 60 images par seconde, mais avec recadrage. Et si on est factuel, finalement, entre tous ces boîtiers, on va choisir une forme, un format. Donc, par exemple, on préfère un boîtier robuste ou on préfère un boîtier léger. Ou sinon, on va choisir des fonctionnalités que je dirais annexes. Est-ce que on veut enregistrer sur SSD ou non, par exemple. Mais il y a quand même quelques... Comment dire ? Ah, je trouve pas mes mots. Non, mais il manque... Enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, qui est hyper intéressant. C'est l'une des seules marques, enfin c'est la seule marque, qui repose quand même sa gamme plein format. Alors, quand on regarde bien, il y a S5, S5D... S9, S5 II, S5 IIX, il y a 5 produits, mais en réalité, je vais dire que c'est quasiment un seul produit ou un produit et demi, parce que S5 II, S5 IIX, il y a des micro-différences du SSD et du RAW. S9, au final, c'est un peu la même chose, mais en format plus compact. Et le S5 et S5D, bon, déjà, c'est un seul et même produit qui a juste été revu par la législation liée à l'USB-C. Mais pareil, c'est un peu plus, surtout, c'est toujours le même capteur, quoi. C'est le capteur 24 millions. Et du coup, bah, on peut s'attendre. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le passé, ils avaient d'autres gammes. Il y avait le S1R, il y avait le S1H. Voilà. C'est du coup là où on les attend, je pense. Tu es d'accord avec moi, Nadia ? Oui, en fait, moi, sans parler forcément de renouvellement de S1, S1R, S1H, même si je pense que c'est attendu, là, ce qui manque, c'est quelqu'un qui veut acheter un boîtier Lumix et qui veut de la 4K 50, 60 images par seconde sans recadrage, il n'a pas. Si il veut de la 4K 100 ou 120 images par seconde, donc en ralenti, il ne l'a pas non plus.
Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut du Lumix plein format, il est limité en termes de choix. Et pour la partie photo, on n'a pas de haute résolution. En tout cas, il faut avoir un S1R qui est ancien, et donc on n'est plus du tout sur ce qui est au goût du jour. On a la phase qui a été développée et implémentée sur de nombreux boîtiers Lumix maintenant. Mais maintenant, si on parle vraiment de fonctionnalité et d'attente aussi, parce que moi j'ai l'échange régulier, quotidien avec les gens de la communauté Lumix, et ce qui est attendu aujourd'hui, c'est de la haute résolution d'un côté, la 4K 50-60 images par seconde sans recadrage, et même la 4K en ralenti, mais sur plein format. Ça se rejoint, je pense, parfaitement, du coup. Ouais, ça se rejoint ce qu'on dit. C'est-à-dire que toi, c'est intéressant parce que toi, tu le prends côté les utilisateurs ont ce besoin. Moi, je l'ai pris plutôt du penchant, il manque ça, mais au final, on dit la même chose. Parce que il faut de la haute résolution, donc c'est un S1R. Il faut des performances en vidéo, donc c'est un S1H, et ça se rejoint parfaitement. Et j'espère en tout cas qu'on va avoir une année 2025 avec des produits qui vont cocher au moins certaines cases de ce qu'on vient de dire. Et puis Damien, tu montrais, je crois, la 43 rumeurs où apparemment il y a rumeur d'une future caméra, un appareil photo Helmont. Donc c'est quoi votre avis là-dessus, vos pronostics, Damien? J'en ai aucune idée, mais les rumeurs en tout cas parlent d'un S1R2 ou un S1H2. A priori, ça sera haute résolution dans les deux cas. Est-ce que ça sera plutôt axé photo ou plutôt axé vidéo? En gros, c'est la question. Mais c'est vrai que ça manque. Moi, je suis étonné et je suis désolé de le dire, de la lenteur à laquelle ils vont, en fait. Je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même la seule marque sur le marché qui n'a pas de 4K 60, effectivement, sans crop. Mais ils n'ont pas non plus de 4K 120, ils n'ont pas non plus de capteur empilé. C'est la seule marque qui n'a pas de capteur empilé aujourd'hui sur le marché. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'aime pas avec cette gamme S1, je sais pas si toi, t'as le même ressenti, mais moi, j'aimerais que Panasonic se détourne des gros trucs, en fait. Un boîtier trop gros, boîtier trop lourd, objectif trop lourd. Très cubique, très carré, en fait, les produits. Je trouve que dernièrement, ils s'en sont un peu détournés, tu vois, avec le 100 mm macro qu'on avait vu et tout. J'aimerais bien qu'ils restent plutôt dans du S5 que de revenir dans des gros tanks, quoi. Alors ça, pour moi, c'est difficile de choisir parce que moi, j'ai commencé au S1. Donc, je suis arrivée dans la Helmont en 2019 avec le S1. Donc, forcément, j'ai l'historique de la monture en termes de construction d'objectifs, d'arrivée de nouveautés, et l'arrivée du S5, que j'ai vu sortir un an après mes débuts sur le S1. Et moi, le S1, je l'adorais, et ce format me dérangeait pas du tout. Mais je sais que je suis peut-être un ovni sur ce point, et que la majorité des utilisateurs préfèrent quand même le format S5, qui permet d'avoir quand même une certaine compacité. Et je pense que les S1 ont aussi peut-être freiné justement certains utilisateurs en raison du poids. Donc, il y a quelques années, quand j'avais imaginé un S5 haute résolution, je l'avais appelé S5R et non pas S1R Mark II, parce que je pense que, point de vue utilisateur, le S5 a un gabarit qui sera préféré. Par contre, une fois qu'on a pris goût au S1, on aime bien travailler avec ce genre de boîtier. Je le dis franchement, mais je sais qu'il y a une synergie entre Leica et Lumix. On a vu que Leica a sorti un SL3 il n'y a pas très longtemps. Les rumeurs que je lis disent qu'en gros, il y aurait une déclinaison de ce SL3 chez Lumix. Moi, je trouve que c'est un capteur qui est le capteur de la 7R4 de 61 millions de pixels. Je trouve que c'est un capteur qui commence à être déjà un peu âgé, qui a beaucoup de rolling shutter, Moi, j'avoue que personnellement, je le dis tout de suite, ça me ferait pas rêver. C'est la question que je me pose aussi, c'est est-ce que le SL3 nous indique ce que serait un futur Lumix haute résolution, ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire finalement le Lumix haute résolution, il existe déjà et c'est le SL3, et on aura autre chose côté Lumix. En tout cas, moi, c'est mon gros point d'interrogation sur ce point. Toi, ça te parlerait de la PSC par Lumix? C'est pas une rumeur qui revient régulièrement, mais c'est un questionnement. Moi, j'ai quand même mon origine micro 4 tiers. Je pense que micro 4 tiers et plein format, c'est déjà des sujets qui sont, suffisamment denses à travailler pour une marque comme Lumix. Est-ce que la PSC, ce serait pas le capteur de trop pour eux?
parce qu'en plus ça donnerait un message peut-être négatif saturer la micro 4 pour les gens du micro 4 tiers. Et en plus, bosser sur 3 capteurs, c'est quand même un boulot monstre, et réussir à décliner des optiques, des boîtiers et tout un écosystème dans ces 3 domaines, ça me paraît intense. Et en optique, qu'est-ce que tu imagines comme optique en 2025 ? Alors moi, plus que ce que j'imagine, c'est qu'est-ce que je constate encore une fois entre guillemets comme manquement. Ici chez Lumix, on a pour moi ce qui manque, ce serait un super zoom. Si tu regardes la gamme, on va avoir des zooms qui vont aller jusqu'à 300 mm. Tu peux aller jusqu'à 400 en rajoutant un téléconvertisseur, mais on n'a pas au-delà. Alors on a Sigma avec le 150-600 et le 60-600 mm, mais tu n'as pas de super zoom Lumix. On pourrait se dire, Sigma, ça suffit amplement. Et tu vois, moi, j'ai le 6600 de Sigma et j'en suis très contente. C'est un super objectif et un téléobjectif qui fonctionne très bien avec du Lumix. Mais si tu mets un téléobjectif Lumix, tu vas avoir la double stabilisation optique plus capteur. Et je sais qu'il y a des utilisateurs Lumix qui attendent un super zoom Lumix pour avoir cette double stabilisation optique plus capteur. Oui. Donc pour moi, là, le super zoom, en plus, je crois qu'il est dans une roadmap. Donc le super zoom en 2025, ce serait pas mal. D'accord. Ouais, moi, plus globalement, en fait, sur les optiques, pareil, je vous donne mon retour d'expérience de ce que je vois, que ce soit en magasin ou en ligne. Nous, on vend beaucoup de boîtiers Lumix, donc S5II, S5IIX, vraiment. Ça fait partie des meilleures ventes chez nous. Par contre, on en vend trop peu, voire même quasiment pas, avec de l'optique Pana. C'est-à-dire que les gens qui achètent du S5II ou du S5IIX, souvent, sont parfois aussi des primo-accédants, des gens qui vont acheter leur premier kit, parce que, faut le dire, le S5II aujourd'hui, au prix auquel il est proposé pour quelqu'un qui veut faire de la création de contenu photo, vidéo, les deux, à 1 600 €, je crois, un boîtier aujourd'hui. Il y a des kits qui existent avec de l'optique Sigma, qui permettent de faire des combos hyper intéressants et hyper attractifs en termes de prix. Ça marche très bien. Par contre, du coup, le côté négatif de la chose, c'est que certes, Sigma, du coup, profite à Pana et leur fait vendre plein de boîtiers. Mais par contre, on vend trop peu d'optique Pana parce que il n'y a pas le truc qui fait dire, OK, je le paye plus cher, mais j'ai vraiment un truc en plus. Je trouve que, le 70-200, le 24-70, le 16-35, c'est des bonnes optiques. Mais l'écart de prix qu'il y a entre cette version-là et l'équivalent chez Sigma est, à mon sens, beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il va amener. Voilà, cette année, Lumix, ils ont joué sur le poids parce que tu as un 28-200 qui est hyper malin. Je trouve qu'on revient à l'ADN de Lumix qui était le voyageur. Parce que typiquement, pour moi, l'ADN de Lumix, c'était avec le GH, les vidéastes. Mais il y a toute une génération de voyageurs qui ont débuté avec des Lumix. Moi, la première. Et quand on a un 28-200, on retrouve tout ce qu'on a tous aimé du micro 4 tiers, mais dans le plein format. Et donc, il est très malin, cet objectif. Et le 18-40, alors c'est moins mon objectif de prédilection parce que ça zoome trop court pour moi, mais c'est un objectif qui est intéressant et qui est malin. Ouais. Peut-être que Pana devrait revenir à l'essentiel et à l'essence même de ce qui a fait la réussite de Lumix, intéresser les voyageurs et du coup peut-être se positionner en tant que la solution plein format, la plus compacte du marché, avec des objectifs légers, polyvalents, etc. Et de jouer cette carte à fond. De la même manière qu'ils l'ont joué avec le micro 4 tiers en disant notre solution, elle permet d'avoir de la qualité mais un sac moins lourd. Aujourd'hui, le micro 4 tiers, moi j'y vois quand même peu d'avenir. Aujourd'hui, le standard, c'est le plein format. Aller d'essayer de refaire la même chose en plein format. Et du coup, en mettant vraiment de la R&D sur comment faire des optiques légères. Et là, je pense qu'ils ont un vrai créneau. Comment tu perçois, toi, l'évolution du micro 4 tiers ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire le constat. Si tu veux du micro 4 tiers récent, on a eu le Gen 9.2 qui est venu mettre la détection de phase sur le micro 4 tiers. Donc, la gamme G est passée la gamme G est passée en détection de phase. Et ensuite, il y a eu la gamme GH qui est passée en détection de phase. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en micro 4 tiers, on a toujours eu 3 gammes, le G, le GX et le GH. Aujourd'hui, le GX n'a pas été mis à jour. On n'a pas de détection de phase sur le GX. Et pour moi, c'est un manquement qui est conséquent. Pourquoi ? Tu disais, Douglas, tout à l'heure que tu vois pas beaucoup d'avenir au micro 4 tiers et que le standard, c'est le plein format. Il faut pas oublier qu'une grande partie des utilisateurs micro 4 tiers ont déjà connu le plein format et sont partis sur micro 4 tiers pour la compacité et la légèreté. Ces gens-là sont passés sur micro 4 tiers il y a quelques années maintenant. Ils ont acheté des objectifs, ils ont un parc d'optiques conséquent
Et ils n'ont pas envie de retourner au plein format parce qu'ils n'ont pas envie de racheter des optiques et parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir à nouveau du matériel lourd. Sauf qu'aujourd'hui, on a un G9 II et un GH7 qui sont aussi gros, voire plus gros que le plein format. Et du coup, il y a un déséquilibre qui est incohérent. On ne peut pas avoir un boîtier micro 4 tiers aussi gros et aussi cher qu'un boîtier plein format. En tout cas, pas dans l'esprit des gens. Moi, j'ai le G9 II, le GH7, ce sont des super boîtiers, ils sont excellents, on fait du bon travail avec. C'est des vraies petites caméras incroyables. Mais ils ne peuvent pas être compris de tous. Et tous ceux qui ont des GX8, GX9, GX80 attendent un GX avec détection de phase. Et là, ça pourrait véritablement être en plus un élément d'achat, un déclencheur d'achat conséquent, parce que toutes ces personnes-là, elles ont acheté peut-être ces appareils photo en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, et elles attendent de changer. Et elles n'ont pas envie de changer pour du plein format. Ouais, t'as 100% raison dans ce que tu dis. Et il y a un élément que je mets quand même, du coup, dans la balance, et moi qui, entre guillemets, m'inquiète pour Lumix, c'est que, du coup, tous ces gens-là qui attendent, est-ce que, du coup, ils ne sont pas allés ailleurs? Et pas sur le plein format parce qu'ils en veulent pas. Mais moi, du coup, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des produits APS-C beaucoup plus compacts qu'il n'y avait avant. Quand tu regardes un XM5, par exemple, chez Fuji, c'est typiquement un produit qui, il y a 10 ans, était un micro 4 tiers. Quand tu prends chez Canon un R50 ou un R100, on peut parler de la technique qui est pas encore complètement aboutie, mais je parle juste au niveau du format. On est dans ce qu'était le micro 4 tiers. Donc moi, ce qui m'inquiète sur le micro 4 tiers, c'est pas le fait que je délaisse les gens qui veulent des trucs légers, parce qu'il y en a encore plein, t'as complètement raison. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ces gens-là qui, il y a 10 ans, achetaient du micro 4 tiers, aujourd'hui, ont des solutions pour des prix similaires et un encombrement similaire en APS-C. Oui, parce on leur propose pas de nouveautés micro 4 tiers légères. C'est normal. La personne, elle achète ce qu'elle trouve à l'instant T. On en revient toujours au même depuis le début. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter en fonction de leur envie, de leurs besoins et de leur budget? Le choix, il est assez restreint. Ouais, effectivement. Et du coup, c'est vrai que moi, je le disais au début, je me pose la question de pourquoi ils vont aussi lentement sur tout ça. Est-ce qu'ils y mettent pas suffisamment de moyens? Est-ce que les résultats sont pas suffisants? Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'utilisateurs, je pense que ça ferait des ventes, mais les produits mettent du temps à arriver, quoi. Ouais, surtout qu'un GX, il y aurait pas... c'est très présomptueux de dire il y aurait pas grand-chose à faire, parce que j'imagine que chercher développement, c'est conséquent. Mais avec le capteur qu'on a mis sur le G9 II et GH7, tu fais de la récup, et garder le même style, un boîtier qui marcherait, ce serait un GX8 Mark II. Un GX8 Mark II avec une détection de phase, pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'une rafale de dingue, pas besoin d'une 4K 60 images par seconde. Rien que ça suffirait. Et c'est sûr qu'on voit des nouveaux boîtiers arriver qui sont plus récents, qui ont des propositions intéressantes. Forcément, à prix quasi égal, on va aller sur le plus récent. Même si on court pas après la nouveauté, c'est toujours plus logique d'aller vers le plus récent. Ouais, donc on a fait un peu le tour. On termine toujours par une dernière question, un peu. C'est quoi les pièges à éviter pour Lumix en 2025 ? C'est quoi le danger ? Pour moi, le piège, c'est d'arriver après la bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a des enjeux conséquents pour Lumix. C'est déjà sur le plan format de proposer des produits, alors plutôt haut de gamme, au même niveau que leurs concurrents. Parce que on n'en a pas parlé, mais Lumix, c'est les seuls qui ont pas la 8K. On est sur une marque qu'on met toujours en avant en vidéo, et à raison, hein, c'est des très bons boîtiers en vidéo, mais on est les seuls qui n'ont pas la 8K. Alors, on n'est pas là pour courir après les résolutions, mais rien que pour le principe, on n'a pas ce boîtier 8K. Donc, le risque, c'est d'arriver après la bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils nous sortent un boîtier 8K, 60 images par seconde, haute résolution, avec des specs qu'on attend tous, ce sera peut-être même pas suffisant. Parce que les clients, ils sont peut-être déjà ailleurs, comme disait Douglas. Donc pour moi, le risque, c'est d'arriver après la bataille. On se souvient tous du GH5. Pourquoi ? Parce qu'il a changé la donne. Et un boîtier qui change la donne, c'est ce qui fait la force d'un constructeur. Et là, pour l'instant, on n'a pas le boîtier qui change la donne. On a des super boîtiers, mais ils sont au même niveau que les autres. En tout cas, sur les grands specs qu'on regarde. On va être très bon sur la colorimétrie. On va être très bon sur l'ergonomie.
on va être très bon sur les écrans, par exemple, mais il n'y a pas ce côté waouh qui va éblouir, on va dire, tout le monde, même ceux qui n'ont pas de Lumix. Ouais, bah écoute, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Nadia. Ouais, hyper merci intéressant, à vous, Nadia. merci pour beaucoup. l'invitation. Merci. Donc on te retrouve Avec sur plaisir. ta chaîne et à très vite. À très vite. Et donc on termine avec DJI, cette fois-ci en compagnie d'Achille. Salut Achille. Hello Damien, hello. Salut, Bah écoute Achille. Achille, pour ceux qui te connaissent pas, donc tu es chef produit chez IPLN, tu es aussi responsable de la création du contenu. Donc autant dire que tu t'ennuies pas. Et aujourd'hui, bah, tu es avec nous pour parler de DJI. On a fait un peu la rétrospective de qu'est-ce qu'on pouvait attendre en 2025 sur les autres marques. Et DJI, ça part dans tous les sens aussi. T'imagines quoi, toi, en 2025 ? Ouais, on les connaît vraiment pour leur sortie produit très très régulière. Là, voilà, il y a plein de choses qui sont sorties et effectivement, on attend des choses. Alors bah là, on le voit sur la page, hein, Mavic 3 Pro. Logiquement, la grosse nouveauté de cette année, c'est le remplacement de cette gamme-là Mavic avec du coup le Mavic 4 Pro qui viendrait. On a vu les rumeurs qui s'intensifient vraiment. Ça parle d'un 100 millions de pixels, peut-être même de l'APS-C. Assez ouf comme des temps de vol qui arrivent aux 50 minutes. Ouais. Donc vraiment des très très belles choses à mon avis c'est vraiment le flagship, hein, c'est vraiment le produit phare de leur gamme, là où il y a le plus les plus hautes qualités d'image, le plus de caméras aussi pour varier les angles de vue. Donc je pense Mavic 4 Pro on peut l'attendre très prochainement au vu de l'intensification des rumeurs, on va dire. Quoi d'autre ? Un Mini 5 ? DJI Mini 5 Pro peut-être. Moi, là où je suis vraiment curieux, c'est de voir comment ils vont le positionner, peut-être par rapport à d'autres drones qui sont en train d'annoncer. On a vu là des grosses rumeurs quand même sur ce qui s'appellerait le Flip, un drone un peu pliant, un peu différent, qui sont les rumeurs où il aurait la même caméra du coup que le Mini 4 Pro. Donc est-ce qu'ils vont faire grossir le Mini 5 Pro, même si c'est difficile au vu des limites de poids, l'idée c'est quand même que ça reste en dessous des 250 grammes. Voilà, moi c'est vraiment cette question de comment va se positionner la gamme, s'ils continuent à introduire encore des nouveaux drones, comment ça va s'intercaler tout ça en fait, parce que du coup les écarts vont se réduire, on va se retrouver avec plein de drones qui vont s'empiéter dessus. Donc voilà, curieux de voir ce qu'ils vont ajouter dans le Mini 5 Pro. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre une deuxième caméra dans un format comme ça super compact ? À mon avis, c'est marrant de voir aussi là le tournant, enfin la politique qui prennent un peu d'aller chercher plus des créateurs de contenu, des gens peut-être un peu moins experts et professionnels. On a eu les deux dernières annonces, donc on a le Neo qui est déjà annoncé, on a ce produit-là qui doit sortir, je crois, le lendemain de la diffusion de ce podcast, qui sont plus des produits qui ont l'air d'être destinés à des créateurs de contenu un petit peu plus universels. Donc là, c'est vrai qu'on attend fort DJI sur le cœur de leur business qui est c'est les drones experts, donc le Mavic 4. Moi j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, je sais pas, on avait parlé dans un précédent podcast, Damien, on avait vu un gars qui avait fait voler un drone au headquarter de DJI et qui détectait un petit peu les produits qui étaient en train de sortir. Est-ce que il y a des rumeurs techniques sur le Mavic 4 Ouais, Mavic 4, enfin là, Ah oui, c'est plus des rumeurs là. C'est plus des rumeurs là. C'est plus des rumeurs là, c'est les fiches techniques qui leak là. En gros, c'est quoi ? C'est là 100 et quelques millions de pixels. Triple caméra, autonomie de vol de 52 minutes, détection lidar, tout ça comme on a vu sur l'R3S, donc c'est vraiment... Ouais, j'ai affiché ce qui tourne en complément de ce que tu disais, donc il y aurait un filtre ND électronique, ils annoncent 100 mégapixels. Et il est particulièrement moche, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, compliqué. Hein. Ah vraiment, j'ai vraiment du mal avec les petits trucs qui dépassent au-dessus là, les petites caméras. Oh, c'est pas beau, hein. Non mais même cette carrosserie un peu ronde... Ça fait très drone limite militaire. Enfin, je sais pas, ça me fait pas penser à un truc qui est fait pour faire de l'image là. Non, c'est clair. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet de faire basculer la caméra vers le haut, ce qui n'était pas du tout le cas jusque-là. C'est que là, maintenant, des rumeurs que j'ai vu passer, la caméra pourrait aller jusqu'au-dessus. Alors, c'est des cas très précis où c'est intéressant. Comme un Mini, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je pense que c'est le best-seller chez DJI sur l'année 2025. Mais c'est vrai qu'on sent que chez DJI, les produits sont vraiment très matures et on se demande un peu à chaque fois maintenant comment ils vont arriver à les faire évoluer pour que les gens rachètent un produit parce qu'on est déjà arrivé à quelque chose de très bon, quoi. Ils sont dans une dynamique de diversification. Ils ont sorti des batteries, ils ont sorti une gamme de micros qui est en train de prendre une grosse place avec les DJI Mic et maintenant Mic Mini. Il y a de l'énergie, on le disait. Voilà, il y a également le Osmo Pocket 4, donc destiné au vlogging. On a des rumeurs, je sais pas si c'est des rumeurs, mais on sait que DJI a racheté Hasselblad. Est-ce qu'à un moment donné,
ils vont pas aller sur le marché des caméras. Enfin, ils y sont déjà un petit peu avec l'Osmo Pocket, mais qui est quand même un truc un peu particulier. Mais voilà, est-ce qu'ils vont pas aller vraiment de manière très sérieuse sur des produits de ce type-là? Je sais pas. Ouais, d'ailleurs, sur Twitter, il y a un mec qui est arrivé en disant: est-ce que vous pensez qu'un hybride DJI peut arriver en 2025? Et DJI qui vient répondre au message en disant: stay tuned. On est sûr du compte là, DJI Support? Ouais, stay tuned with us pour un mystérieux lancement de produit bientôt. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec le Ronin 4D, ils savent faire du grand capteur. Ouais. Ils ont des très bons grands capteurs avec une belle colo, avec un beau log. Donc c'est vrai que voir ça dans un format peut-être un peu plus petit, un peu plus compact, sur du plein format, un appareil photo, peut-être même plutôt typé vidéo. Moi je les vois plus quand même arriver sur de la vidéo pour pas aller cannibaliser ce que fait Hasselblad sur de la photo. Mais je pense que tu as raison, en fait. Ils sont dans la diversification chez DJI. Ils sont dans les prises de parts de marché d'autres produits. Tu vois, je pense qu'ils ont fait mal à EcoFlow avec leur batterie. J'en sais rien, mais je pense qu'ils ont fait mal parce que depuis qu'il y a ces batteries-là, j'entends plus parler que de ces batteries-là. Donc, ça a percé, je pense. Et il y a aussi le milieu du 360. Hein. Enfin, là, ils sont en concurrence directe avec un énorme acteur chinois aussi. Mais... Ouais. Pour l'instant, ils n'ont pas de 360. Non, après, moi, je questionne aussi. Je pense que ça doit être un peu inquiétant. Je me mets à leur place. Parce que tu vois un GoPro qui a essayé de faire un peu de 360 à un moment. Ouais, mais là, c'est pas GoPro, là. C'est ça. Là, c'est pas GoPro. Donc, je serais curieux de savoir si il y a pas quand même, tu vois, ce côté est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce que Insta360 sont très très solides. Hein. Ouais. Après, tu vois, l'exemple de GoPro que tu donnes, c'est que on peut le mettre en face, mais pour moi, il est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que GoPro a été faire de la 360 parce que leur marché, leur business, il se ralentissait sérieusement, et on va dire qu'ils ont mis de l'argent et ils ont investi pour retrouver une dynamique. Là, au contraire, DJI, ils sont dans une pente forcément ascendante. Tout ce qu'ils font quasiment est un succès, et que du coup, ils vont avoir un gros budget pour y aller. Qui plus est, si c'est pour aller titiller un concurrent déjà installé chinois qui est Insta360, et de la même manière d'ailleurs qu'Insta360 veulent peut-être aussi à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des accords en se disant tiens, tu viens pas entre guillemets m'embêter sur mon terrain et je viendrai pas sur le tien, j'en sais rien, mais moi je pense que c'est un sujet. Ouais, la difficulté de la 360, c'est que je pense que ça tient plus au software qu'au hardware. C'est-à-dire que chez Insta360, la création de l'Insta360 Studio, je crois qu'ils sont en V5 ou en V6, c'est un boulot monstrueux de développement. C'est un vrai logiciel de montage, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, logiciel-là, il est énorme. C'est une application qui marche super bien. Hein. Ils ont une application qui est quand même très très bonne, et la version ordinateur marche très bien aussi. Donc c'est ce que je me disais aussi. Il faut derrière quand même pas mal de choses en plus pour que ton expérience 360 au global soit cool, quoi. Et puis on oublie, je vais pas dire qu'on oublie le cœur, mais parce que c'est quand même les drones, mais les stabilisateurs. C'est vrai que les stabilisateurs, moi perso, je trouve qu'on a du mal à réinventer la roue là. À un moment donné, on arrive peut-être au bout d'un truc. On a juste qui s'équilibre tout seul. Ouais, moi c'est le dernier truc qui... Non mais t'as raison. Carrément, parce que RS4 Pro, ça marche très bien. Ils l'ont allégé, ils ont rajouté des nouvelles fonctions, le passage en vertical, etc. Il n'y a pas de révolution. Par rapport au 3, c'est mieux. Voilà, c'est très cool. C'est des super produits qui sont encore mieux, mais c'est pas non plus du tout. Et puis le RS3 Mini, qui est hyper intéressant aussi par sa compacité. Est-ce qu'ils arriveraient pas peut-être à sortir une nouvelle version, un RS4 Mini, un peu sûr. Ouais, pas plus robuste, mais qui accepterait une capacité de charge plus importante. À mon avis, c'est ça. C'est des moteurs plus puissants qui permettraient du coup, en gardant ce petit gabarit, de peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une tendance? Moi, j'ai l'impression de voir tous les vidéastes dire on en a marre des stabilisateurs, on n'utilise plus de stabilisateurs, on veut un look maintenant authentique, on assume des petits caméras shake, ça fait plus organique. Après, je sais pas au niveau des ventes, est-ce que c'est un produit qui se vend toujours de la même façon ou est-ce que ça a baissé? Alors, je t'avoue que j'ai pas vraiment comparé par rapport à une année précédente. Je vois que ça se vend toujours bien. J'ai pas vu un moment où je me suis dit putain, c'est bizarre. Là, on vend plus de stabilisateurs. C'est toujours constant. Maintenant que tu me le dis, je vais aller quand même me pencher sur la question, faire un comparatif par rapport à l'année dernière, parce que je suis d'accord avec toi. Je vois de plus en plus de gens qui font des vidéos, j'arrête le stabilisateur, ou le stabilisateur ça m'intéresse pas, même certains qui le dénigrent. Donc je vais vérifier quand même, mais
Après, toi, ton avis, qui est en prod quand même, on a une équipe de prod en interne que tu gères aussi. Stab, c'est un incontournable. Je pense, ça dépend des projets en fait. Pour moi, il y a quand même des plans et des types de plans que tu peux pas faire sans Stab. Typiquement, je prends notre exemple pur et dur chez IPLN. Le principal de création de contenu qu'on fait, c'est de la présentation de produits, c'est de la face cam en extérieur. Évidemment. On a besoin d'un Stab parce que c'est des choses, il faut que ce soit doux, t'as quelques petits mouvements à faire, etc. Par contre, c'est sûr que si tu vas aller sur du documentaire ou même sur de la pub de plus en plus, effectivement, là je te rejoins complètement Damien, la mode est beaucoup plus à ces petits shakes, à ce côté un petit peu plus organique dans la manière de faire du contenu. Donc c'est vrai on va dire que pour moi il n'y a pas un arrêt complet du Ronin, on va dire il y en a beaucoup moins, on va dire. Et donc, on pose toujours la question piège de la fin un peu, c'est quoi le danger pour DJI, le piège à éviter en 2025 ? À mon avis, c'est trop de produits et du coup d'arriver au risque que certains produits ne trouvent pas du tout leur public. Parce que à force d'avoir des gammes qui se cannibalisent les unes des autres, ou en tout cas où les écarts entre les gammes sont de plus en plus proches, il y a un moment où il y a une gamme qui va prendre un coup. Donc après, jusque-là, ça leur est jamais arrivé. Je pense qu'ils ont quand même des personnes dans les bureaux qui devraient bien réfléchir à ça pour faire très attention. Mais voilà, typiquement, on prend la 360, c'est des risques. C'est des risques que des produits trouvent pas leur public. Et ça, à mon avis, le piège, il peut être là. Trop de produits et certains qui trouveraient pas leur public. Ouais, le risque pour DJI est aussi peut-être législatif. On voit que c'est tendu avec les États-Unis. C'est bien de le mentionner, effectivement. Ouais. J'arrive pas à savoir ce qu'il en est. D'ailleurs pour moi, c'est pas pour clair. Pour le moment, en fait, c'est plutôt clair. Il y a eu les États-Unis qui leur laissent un an. En gros, les États-Unis, par manque de temps, par des besoins de voter en fait la loi plus globalement, ils ont exclu du projet de loi ce ban de DJI comme ça par la FCC. Et donc, pour le moment, ils ont dit, on se revoit dans un an. Donc là, DJI, ils ont un an pour prouver aux États-Unis qu'ils n'ont pas des pratiques d'espionnage, que le traitement des données est bon. Et voilà. Donc pour le moment, ils savent qu'ils ont un an encore tranquille. Là, leurs drones, ils sont acceptés. Le R3S et Neo, ils peuvent être vendus aux États-Unis maintenant. C'est tout bon. Et donc, ils savent par contre que dans un an, la question va très vite revenir sur la table. Donc je pense qu'ils sont sacrément en train de se préparer avec des études, des choses comme ça pour bien prouver en interne qu'il n'y a pas de souci, quoi. Bon, ok. Écoute, merci Achille pour ce débrief là sur DJI. Merci à toi. Merci Achille. Merci Damien aussi. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur expertise sur cette vidéo. Moi, j'espère que elle vous plaira et que ça permettra d'y voir un peu plus clair pour la suite à attendre en 2025. Merci à tous. Vous avez un lien épinglé dans la description, donc le lien vers le répondeur. N'hésitez pas à nous laisser un message. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast. Salut tout le monde. Salut. Salut.